Pourquoi il y a du coca sur la table? Depuis quand il y a du coca dans cette maison? C'est moi qui l'ai apporté et j'en veux bien un verre. Hicham, c'est toi qui as les verres, tu peux me servir un verre de coca? Merci Hicham. Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu nos conneries? Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe, à commencer par Juan. Bonjour. Hicham. Salut. Et Camille. Hello. Et aujourd'hui, nous avons des invités très spéciales puisque nous sommes avec Marie et Dorothée. Salut. Bonsoir. Comment ça va? Bien. Ça va, vous êtes bien reçus? Comment va tout le monde? Parce que les autres sont relativement silencieux. Oui. Hicham fait ses comptes dans un coin de la pièce, tranquillement. Non, tout va bien. J'ai pris du retard. Non, mais chez Pardon Maman, l'accueil est très chaleureux. C'est très gentil. Ça nous fait toujours plaisir de l'entendre. Mais ça nous fait très très plaisir de vous recevoir. Et parce qu'en plus, il y a un petit événement spécial. Vous pouvez peut-être vous présenter, nous dire ce que vous faites et qu'est-ce qui nous donne la chance de vous avoir aujourd'hui. Eh bien, on a un groupe de musique qui s'appelle Sisterhood. Et donc, on a l'album. Donc là, on est mardi. Hein. Oui, bien on évidemment. est mardi, donc l'album est sorti vendredi dernier avec le clip, voilà, donc c'est la promo en ce moment et donc voilà, c'est la sortie de l'EP. On vous donnera tous les liens nécessaires. On vous enverra tous les liens et peut-être que, alors donc là voilà, l'épisode va paraître un petit peu plus tard, mais peut-être que d'ici là vous aurez, on vous aura envoyé quelques petits indices, on verra si vous avez trouvé. Mais en tout cas, on vous conseille, on a eu l'occasion d'écouter quelques petits trucs que vous faisiez et c'était très très chouette. Il me semble que Juan a pu voir d'autres choses également. Absolument. Voilà. Pas plus d'infos. Oui. Ça va? Bah oui, mais tu connais développe le pas clip, vraiment, le machin, non? Tout à fait. Voilà. N'hésite pas à faire des réponses courtes. C'est vraiment très très bien. Voilà. C'est pas le C'est, ni oui ni non. Hein. Non, c'est de qualité supérieure. Alors, c'est quel style? Voilà, C'est Label pour- Rouge. Pour expliquer un petit peu quel style de musique. Disons qu'il n'y a pas de style en particulier, il y a un fil conducteur Qui est le rail. qui est le zouk. Non, il y a un fil conducteur qui est il y a une toile de fond trip-hop et le fil conducteur c'est le féminisme, donc le propos est féministe. Il y a une partie dédiée aux hommes, une partie dédiée aux femmes dans ce souci de parité entre les hommes et les femmes. Et voilà. Et après on s'est donné la permission de passer par du rap, du rock garage et tout, voilà, parce qu'on donnait la parole à certaines femmes et des femmes différentes ou des hommes différents. Donc il fallait qu'on emploie des genres différents selon les personnalités de chacun. Oui, parce que l'idée, c'était qu'il y avait un portrait par morceau, une femme différente par morceau, ou parfois un homme différent par morceau. Et... Ah, trop bien. Voilà. Trop chouette, mais on a hâte d'écouter ça en entier. Et pour l'anecdote, Juan fait du ukulélé dessus. Hein. Oui, c'est vrai. Et il joue très bien du ukulélé. Elle est où ma SACEM? Il joue très bien. Non, Elle est où la mienne, Spedidam, d'abord? Tu veux dire Spedidam. Oui. Et vous jouez quoi? Enfin, quel est votre poste? Non, parce que c'est pas une équipe de foot, mais Alors, moi, je Moi, je arrière joue trois droite. quarts. Elle joue trois quarts avant, elle. Et donc, on compose et écrit, on écrit toutes les deux. Et donc, les multi-instrumentistes d'eau, elle fait donc de la basse, du piano, de la guitare. En c'est fait, comme ça qu'on n'importe dit. quel instrument. on fait la guitare avec les deux mains sur la... Voilà, comme ça, là. Et puis moi, le chant. Voilà, donc moi, Oui, mais quel chant, hein. Attendez, hein, vous l'avez pas encore entendu chanter. Chant grégorien. Vous aurez l'occasion... Par exemple, oui, il y en a. Il y en a. Chant de gorge, ouais. Très bien. Bah, on a hâte de vous déjà d'écouter ça, puis vous partager ça. Et puis voilà, on vous prévoit une petite surprise parce que là, on enregistre juste la veille de la publication de ce magnifique clip. Donc voilà, vous aurez Tout à l'occasion fait. de l'entendre sans encore savoir que ce sont nos invités. Mais on espère que vous apprécierez. Puis on vous passera tous les liens pour l'album. L'univers caressant de la sororité. Ah, non, mais en gros, j'ai vraiment hâte. Ça va être très très chouette. Ouais, mais on est content d'être là en tout cas. Ah, bah, Cool. ça nous fait très Ouais. plaisir aussi. Mais du coup, aujourd'hui, de quoi on va parler? Il me semble qu'on va commencer par Camille pour changer. Ah bon? Absolument. Voilà. Donc moi j'ai décidé de vous parler de l'histoire du chant. Voilà. Ce sera Parfait. un peu C'est musical. raccord. Ça tombe très bien. Voilà. Ça m'intéresse bien. J'espère comme que vous sujet, avez ça. 1h45 devant vous. Oh, quel troll. 2h12. Oh, bah, parfait. Après, ce seront donc Marie et Do. Et de quoi vous allez nous parler? Eh bien, nous, on va parler De la place de la femme dans l'art. exactement à partir du 19e siècle. Très bien. Je sens qu'on va découvrir. Jean-Michel remonte Ouais. loin. Couvrir un bon truc. Après, Après, c'est moi qui prends la. non.
Après, c'est Hicham. Ah oui, après c'est Hicham. Ne vous battez pas, ne vous Oh là battez pas. là. Sans vouloir te couper la chic sous le pied, mais. Bah, tu viens de me couper la chic sous le pied. Moi, Me je v'là déstabiliser. Elle traîne aussi. Sinon, moi, je vais vous parler du Taj Mahal. Très bien. En réminiscence de la tellement semaine. un télo, quoi. Il y aura un petit lien entre nos sujets. Peut-être. Taj Mahal. Oh, tu spoil. Ah, bah, je vais le dire juste après. Après, ce sera donc toi. Oui, enfin. Ah, mais oui, on l'attendait. Non, moi je fais un tout petit sujet parce qu'il en faut bien plus petit que les autres. Je vais vous faire un sujet sur la chaîne du froid. Il No est- comment. Ouais, mais c'est parce qu'il fait froid qu'il est petit ton sujet. Non, mais le pire c'est que c'est vraiment le jour où il fait le moins froid de la semaine, donc ça tombe très mal. J'ai compris ta blague de vite. Moi, je l'aime bien, je trouve. Ouais, tu vois, Ouais, j'ai fait Elle est bien. très drôle, patron. Et pour une fois, j'ai compris, moi. En tout cas, la chaîne du froid, donc matière d'hygiène, qu'est-ce que c'est concrètement la chaîne du froid. Très bien. Et on termine avec toi. Oui, moi, je vais vous parler du Kama Sutra. Oui. Ah, d'où le Là, vous lien. lancez pas un Barry Et White en jingle, là? C'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. Non, ça sera autre chose. Je sais même plus ce que j'ai Vous mis. Ah, si, je noterez, me souviens. vous noterez que si on était putaclic, on l'aurait mis en premier parce que pour le référencement, ça aurait été parfait. Plus tactique ou plus tactile? Putaclic. Ouais. Mais il y avait un sujet. il y avait un jeu de mots aussi. Mais ouais, ça devrait être très chouette parce que le Kama Sutra n'est pas qu'un bouquin qui explique comment faire du twister avec d'écouter les tout fesses ça. à nu. Hélicoptère. Et est-ce que ton travail était empirique? C'est surtout ça. Oui, c'est ça. Est-ce que t'as été par l'expérimentation de la chose? Clairement pas autant que l'auteur. D'accord. Clairement pas autant que j'aurais voulu. Faut déjà qu'on l'inscrive au petit chasseur, c'est ça? Comment ça c'est quoi, Chasseur le- français. Au chasseur français. Ah, laissez-moi tranquille avec les Chasse, chasseurs fesse français. et tradition. Anyway. Voilà. Est-ce que le temps que Camille finisse, C'est bon, je suis rodée. bah écoute, on va te lancer. Feu. Chantre, signal, chante, chantre, signal, chante. La pire chose. Jamais. Elle me le chante souvent. Oui, c'est ma De la chanson. même manière. C'est ma chanson d'enfance. Moi, j'aurais préféré Le matin est là de Joey. Non, ça c'est mieux. Oh bon, d'accord. Allez, vas-y à toi. Alors, donc, je vais vous parler de l'histoire du chant. Alors, c'est archi vaste, hein, donc j'ai essayé de Ça va plutôt. déjà de délimiter une zone géographique, donc Avec des l'histoire du clôtures. chant en Occident. Oui, absolument. Pour le J'ai chant, mis. Tu veux dire de j'ai mis- l'Europe contemporaine? Non. Oh, L'Europe non. occidentale. Ouais, l'Occident, oui, c'est ça, c'est l'Europe. En gros, enfin, normalement, c'est aussi les États-Unis, mais moi, je vais en gros m'attarder sur l'Europe actuelle. Et en termes de période, eh bien, on va aller des origines jusqu'aux tout premiers enregistrements. Alors, qu'est-ce que ça s'appelle qui les existe. origines? Bah, les origines, c'est le commencement. Le premier grognement. Voilà. Le Big Bang. Le Ah oui, pre- ah oui, premier jour, il y eut. Voilà, Non, mais enfin, donc vraiment l'origine de l'humanité, quoi. ah bah, l'origine du chant. Ok, bah écoute, Voilà. je te laisse enchaîner. Et la vocalise fut. Voilà. Exactement. Voilà. Donc la musique, on sait qu'elle existe depuis que l'homme est homme, c'est-à-dire que on n'a pas retrouvé nécessairement de partition, mais on se doute très très fort que déjà l'homme à l'époque de la préhistoire, eh bien il Vous avez des trucs de percussion. il chantait, il faisait il effectivement chantait aussi. de la percussion, bah, probablement, on suppose. J'avoue. Il faisait de la percussion en tapant soit dans ses mains, soit avec des pierres, des bouts de bois, etc. Mais on n'a aucune trace de ça. Ça reste vraiment de la supposition. Exactement. Je peux intervenir à partir du Ouais, moment où vas-y. tu es dans le ventre de ta mère, tu as la rythmique du cœur, donc en fait, Oui. voilà, la C'est vrai. production musicale, elle est à ce moment-là. Ah oui, 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 et on connaît aucune société qui ait existé ou qui existe aujourd'hui où il y a aucun sens de la musique. Ça n'existe pas. Il y a de la musique partout, tout le temps. Qui a une place plus ou moins importante, bien sûr, mais il y a toujours eu de la musique. La première source de chant que l'on ait, vraiment, enfin, c'est-à-dire les premières paroles d'une chanson, par exemple, qu'on peut avoir, à votre avis, ça date de quand? La Marseillaise direct. La Marseillaise. Rouge et de Ça Lille, date là. de quand? Bah, Pharaon. on a Les une Égyptiens, traçabilité, ouais. déjà. Les Égyptiens. Non, Mais de quand datent les Égyptiens? Ça va être la question et tout. moins 3000, je dirais moi. Moins 4000. Ah non. Ah, bien avant. Non, non, je veux dire, attends, on parle est sur de la partie. Là, première là trace on du chant, parle, ou- on parle vraiment d'une chanson qu'on pourrait chanter aujourd'hui, donc c'est-à-dire où on a retrouvé les paroles et le rythme. Ah, j'ai pas fait Moyen-Âge, original, non, ouais, c'est Moyen-Âge. pas les Oh, bien chants, avant, ouais. je pense. Bien avant le Moyen-Âge. C'est Antiquité Ah oui. et ça Ouais. daterait du 1er ou du 2e siècle de notre ère. Donc Ah, ça a ok. un petit peu moins de 2000 ans. Ah, c'est Ah, beaucoup moins d'accord. vieux que ce que Voilà. je pensais, du coup. Ouais. D'accord. Sûr que les gens y chantaient avant. Sûr. Mais bien sûr, On en a les pas gens retrouvé chantaient de avant, partition, mais du là c'est vraiment une trace qui est quand même assez importante. Donc en fait, il s'agit de ce qu'on appelle l'épitaphe de Seykelos.
Seikilos, pardon. Donc Seikilos, en fait, c'est un homme qui vivait dans le monde grec, donc ça a été retrouvé en Turquie actuelle, et il a perdu, on ne sait pas vraiment si c'est son père ou sa femme, en tout cas, il a eu un deuil d'un proche, et au niveau de la tombe, de la sépulture de cette personne qui est décédée, eh bien, il a laissé une colonne avec une épitaphe qui était conçue pour être chantée. Donc en gros, il a écrit une petite chanson en épitaphe. Voilà, c'est plutôt touchant. Donc ça a été redécouvert au 19e siècle, je crois, lorsqu'on a tracé lorsqu'on a construit le chemin de fer du chemin de fer ottoman. J'y arrive, excusez-moi. Et donc c'est assez étonnant à entendre, étant donné que ça peut s'entendre. Étant donné, une fois de plus, qu'il y a des artistes qui ont reconstitué ce son. Donc on va l'écouter. Ah ouais. C'est calme. Ouais, c'est assez détente. C'est surtout. Bienvenue au hammam. Didier rame la douche. Non, mais il y a un côté presque celtique, en fait, je trouve. C'est vrai. Il y a un côté féerique, celtique, je danse nu entre les dolmens un peu. Oui, c'est vrai qu'en Égypte, Ouais, mais 2 jours alors, 2 jours. c'est que Seikilos, ça fait bien breton, ça. Non, mais voilà. Et donc les paroles, c'est « Ne t'afflige de rien outre mesure, la vie est courte, le temps réclame son tribut. » Comme quoi, les musiciens, ils avaient toujours raison, même depuis la nuit des temps. Donc, Exactement. traduit de manière moderne, reste tranquille frère, YOLO. Exactement. Quoi qu'il arrive, tu vas clamser, donc sois zen. Reste frais. Donc voilà, c'est moi la première fois que j'ai écouté ce morceau, je me suis dit ah vache, c'est pas anodin en fait, c'est une chanson qui a plus de 2000 ans, donc c'est assez émouvant. Alors par la suite, le chant, on sait qu'il continue d'exister, mais c'est tellement rare d'avoir des sources antiques ou antiques tardives qui nous permettent de reconstituer vraiment des morceaux, en tout cas des morceaux de musique, on en a, mais des morceaux avec des paroles où on connaît la mélodie. Ouais. C'est archi rare. Mais justement, là, pour le truc de épitaphe de Seikilos, ouais. C'était genre avec des notes comme on a aujourd'hui. Alors non, la partition, la notation qu'on n'a pas, qu'on elle est en connaît linéaire aujourd'hui, B. elle est beaucoup plus récente. Elle voit le jour au Moyen-Âge, enfin là-dessus j'y reviendrai. Donc non, c'est une notation qui était assez différente et je ne saurais pas exactement vous dire comment ça a été traduit, mais voilà. Mais c'est une notation qui n'a rien à voir avec la notation actuelle qu'on utilise. Plus tard, durant l'Antiquité tardive, on sait qu'à l'époque, notamment des invasions barbares, eh bien, la plupart des peuples barbares avaient des chants. On sait par exemple que les Francs, ils avaient des chants de guerre, des chants militaires, c'est-à-dire que ces chants, dans les écrits, on les mentionne, mais on ne sait pas à quoi ils ressemblent. Voilà. Bon, de toute façon, des chants de guerre, à mon avis, ça ressemblait pas vraiment à ce qu'on a écouté, hein, ou alors t'allais au calme à la guerre. Après la guerre, ça. Enfin voilà, pour aller combattre, c'est un peu moyen. C'était plutôt binaire. Et la vraie histoire du chant, elle commence en fait avec les premiers chrétiens. C'est l'Église catholique, en fait, vraiment, qui va lancer un chant plus élaboré. Donc, il y a des chants ecclésiastiques, en fait, qui sont vraiment les premiers chants qui existent dès le IIIe siècle et qui sont inspirés des psaumes qui sont chantés en fait dans le judaïsme, dans la religion juive. Donc c'est des chants qui sont assez simples, qui sont appelés le plein chant, et ce sont des chants qui sont monophoniques. Je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Avec une seule oreille. Non, je sais que les gens avec une oreille coupée. T'es pas très loin, c'est une seule voix. Ah. C'est-à-dire que tout le monde, même, ça peut se chanter à c'est un solo, quoi. Voilà, ça peut être un groupe, un chœur qui va le chanter. À l'unisson. Mais voilà, c'est chanté à l'unisson, c'est le même air. En fait. Voilà. Ok. Donc voilà, c'est un chant qui est monophonique et on s'en sert que pour chanter pendant la messe. Donc c'est un chant qui est liturgique. Voilà. Chaque région de l'Europe va développer son type de chant, donc ça va donner naissance à un chant celtique. En Espagne et au Portugal, il y a déjà, à partir du début du Moyen-Âge, il y a déjà des invasions arabes, en tout cas assez rapidement. Donc on va s'inspirer des chants un peu plus traditionnels du Maghreb ou des pays arabes. Donc chaque chant chaque région va développer son chant liturgique, mais ça reste des airs assez simples que tout le monde peut reprendre pendant la messe. Et puis c'est un peu le bordel, quoi. C'est pas vraiment unifié, ouais. Et puis le rythme est assez particulier, c'est lent, voilà. Ouais, si tu voulais chanter avec 50 personnes qui n'avaient pas forcément le rythme dans la peau, tu faisais pas Bohemian Rhapsody pour la messe. Voilà, absolument, tout à fait.
Et ces chants, en fait, ils vont commencer à être un petit peu plus unifiés à partir du moment où on va les copier. Qui chantent ? Eh bien, ce sont les hommes d'église, donc ce sont essentiellement les moines dans les églises pendant les offices. Et donc, comme ils chantent et que les moines y copient également, ils se disent, les gars, pour faire une tradition écrite un petit peu de ce qu'on chante, on va copier. Donc, à partir du 9e siècle, on va avoir justement, c'est là que vont apparaître les premiers systèmes de notation, de volonté de transcrire de la musique, de se dire comment est-ce qu'on pourrait faire pour que quelqu'un arrive à comprendre une note. Donc, on va tâtonner pendant environ 200 ans là-dessus, pour trouver un système de notation. Ouais. Et au final, les notes qu'on a aujourd'hui, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ça vient en fait d'une chanson en latin. Et on a repris la première syllabe de chaque couplet. Ah, c'est ouf, je savais pas. Ouais, c'est plutôt. C'est la première syllabe, c'est pour ça que ça fait do, ré, mi, fa, sol. Exactement, le mec il s'est dit, faut bien que je leur donne un nom. Alors attends, mon poème, ça fait quoi ? Ça fait do, ok, ensuite ré, ok. Et il a tout noté comme ça. Ça doit être intéressant de voir c'était quoi justement. Dolores, Remulus. Ouais. Mais je crois que je l'ai ce poème quelque part. Cool. Ouais, c'est assez étonnant à voir. Et donc voilà, cette musique, elle va commencer à se copier. Et même si c'est une musique qui est très très simple, on se dit, ce serait quand même agréable, sympa qu'elle soit agréable à écouter pendant les offices. Et donc très très rapidement, l'Église catholique va monter près du pape, donc j'ai envie de dire au Vatican, mais à l'époque c'est plutôt au Latran, une école de chant. Et la première école de chant dont on est la certitude de l'existence, eh bien, elle est créée à Rome et elle existe depuis au moins le 5e siècle. Pas mal. Donc ça date, ça fait 1500 ans. Et cette école de chant, elle existe encore aujourd'hui. Ah, je crois que tu as J'ai le poème duquel viennent les notes. Alors, je crois que c'est que le do qui change et qu'il y a un ut. Ouais, alors, c'est ut queant laxis, resonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solve polluti, labi reatum, sance loges. Classe. Ouais. Ah, mais c'est ça. Vous voulez la traduction ? Ah bah oui. Oui. Pour que puissent résonner des cordes détendues de nos lèvres, les merveilles de tes actions enlèvent le péché de ton impur serviteur, ô Saint Jean. Machallah. Oh. Merci. Et donc voilà, c'est un petit peu jusqu'au milieu du Moyen Âge, c'est un petit peu le bazar. Voilà, on chante à la messe. C'est pas foufou, c'est assez lent. Et en plus, c'est une transmission qui est un petit peu compliquée parce qu'on n'arrive pas encore à créer des partitions de musique. Donc c'est clairement pas l'apogée de la musique, le début du Moyen-Âge. Mais à partir de 1011, il y a des choses qui vont un petit peu changer, étant donné que l'Église catholique romaine, elle se dit ce serait bien qu'on unifie un petit peu les rites et les messes, qu'on standardise en fait la messe un peu partout dans le monde, parce que c'est-à-dire qu'un curé peut faire un petit peu ce qu'il veut à cette époque-là. La messe, elle n'est pas standardisée. Et qui dit standardiser la messe, veut dire également standardiser le chant. Voilà. Donc là, on va commencer à avoir des chants qui vont être plus travaillés, et c'est la naissance en fait du chant grégorien, tout simplement. À partir de 2011, c'est sa naissance officielle. Et le chant grégorien, la mélodie, c'est un petit peu du n'importe quoi, parce qu'en fait, on construit une mélodie autour des paroles. Enfin, autour en fait du nombre de syllabes qu'il va y avoir dans un mot, dans une phrase, etc. Voilà. Donc moi je dis, on s'écouterait bien un petit peu de chant grégorien monophonique. En fait, dans la musique en elle-même, à cette époque-là, on acceptait qu'un certain nombre d'harmonies, et c'était la quinte et la quarte uniquement. Oui. Le chant grégorien, il tourne autour de ça. Et il y avait surtout cet intervalle interdit qui est le triton. La tierce ? Non, c'est pas la tierce, c'est le triton. La tierce, c'est venu plus tard aussi. Effectivement, ils n'acceptaient pas la tierce dans les chants grégoriens, ils acceptaient que la quarte et la quinte. Mais le triton, c'était vraiment le truc interdit parce que c'était la note du diable. Oh. C'est encore pire que le demi-ton. C'est un truc qui sonne le plus faux du monde, c'est le triton. Et c'était interdit. Donc la tierce et le triton étaient interdits dans les chants grégoriens parce que, comme on comprenait pas exactement l'harmonie que ça formait, c'était interdit parce que oulala, on comprend pas. Mon Dieu. Il y a un petit, forcément le devil. Il y a une petite partie de Kaamelott là-dedans, il me semble.
sur la fameuse quinte juste, l'intervalle du diable et. Oui. Bah, Alexandre Ouais, c'est Astier, il est Voilà. très calé sur ce genre de truc. Il dit Ouais. que justement, il était pas contre un petit intervalle diminué de temps en temps et le. Bah, alors, le- diminuer, alors là, je te dis même le, pas. le ouais. curton n'était pas très content. Et à partir du Xe siècle, on commence à se dire qu'on pourrait faire un peu les foufous en fait avec nos voix, et on commence à se dire qu'on pourrait faire quelque chose de plus sympa, de plus mélodieux. Et progressivement, ça va se faire très lentement jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Les chants grégoriens deviennent polyphones. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer à avoir des voix différentes qui vont se mêler à tout ça. Alors, c'est un petit peu plus élaboré. On va s'écouter ça. Déjà plus de notes. Ouais, déjà un peu plus sympa. Moi, je trouve qu'on n'a rien fait mieux depuis. Hein. C'est gros. Mais en vrai, j'adore. Ouais, moi Ah, mais aussi. c'est- Moi c'est- aussi, ça c'est part. magnifique, ça à Ça H24, part. mais c'est Non, super mais beau. c'est magnifique. Ouais, c'est Faut super. continuer de parler par-dessus, comme ça on n'entend rien. Mais ça va. C'est beau. C'est détente. C'est assez relaxant. Par contre, si tu veux voir la pêche le matin, faut pas mettre ça, quoi. Non, clairement pas. Ça Non, dépend non, c'est- comment tu veux démarrer ta journée. c'est pas Si tu du veux zouk. remplir ton esprit, tu peux mettre un truc comme ça. Je veux voir ça en boîte. Non, mais voilà, c'est clair que c'est pas encore la folie furieuse au niveau de l'ambiance. Mais on sent franchement une nette amélioration et une volonté de faire quelque chose de beaucoup plus harmonieux que le chant grégorien monophonique. En tout cas, on leur doit au moins la réverb. Oui, ça c'est bien. Ah, mais ça, c'est l'église, hein. c'est pas les mecs. Je me doute. Ils essaient avec leur voix, vraiment. Les mecs, ils sont capables de simuler une réverb. Ils se mettent un délai. Mets-toi un délai. Salut. Et donc le chant est affaire de sacré au final pendant des siècles. C'est vraiment quelque chose de mystique et de sacré. Mais au Moyen-Âge, on sait qu'il y avait également, et probablement dès le début du Moyen-Âge, de la musique profane. On n'en a aucune trace. On a des traces de musique profane, mais qui datent vraiment de la fin du Moyen-Âge, Alors, quand tu dis profane, qui n'est pas religieuse. Religieuse, Ok. ouais. Alors, cette musique profane, nous, les premières traces vraiment qu'on va avoir, c'est au XIIe et au XIIIe siècle. Parce qu'au XIIe et au XIIIe siècle, il y a des métiers qui vont vraiment se développer. C'est les métiers de troubadour, de trouvère et de ménestrel. Donc, quelle est la différence entre un troubadour et un trouvère, déjà ? Le nord et le sud. Exactement, lequel va où ? Alors, le troubadour, il est dans le sud et le trouvère, il est dans le nord. Absolument. Et quelle est la délimitation du nord et du sud ? Valence. Valence TGV, la gare. Non, c'est la Loire. Un peu plus haut. Ah, elle a essayé. Mais, Clermont-Ferrand. mais c'était bien tenté aussi. Ça y passait, quoi. Avec la même certitude pour le reste, qui était vrai. Bravo. moi j'allais dire la ligne Maginot, mais Moi, j'ai la ligne 2. Le 36e parallèle, moi je pensais. Donc effectivement, on a les troubadours et les trouvères qui souvent sont itinérants. Soit ils suivent une cour, soit ils vont de cour en cour, et ils vont animer en fait soit des espaces dans des villages, soit des mariages, des réjouissances, etc. au sein de cours. Donc ils animent de différentes façons. Ça peut être en récitant des poèmes, en faisant des farces, ou en faisant quelque chose qui est très populaire au Moyen-Âge, qui s'appelle la chanson de geste. Donc la chanson de geste, on en a pas mal de qui sont parvenus jusqu'à nous. Et en fait, c'est pas une chanson au sens où on pourrait l'entendre aujourd'hui. C'est un exploit guerrier chevaleresque qui est raconté. Un kata. Ami Roland, sonne donc Oui, c'est l'olifant. ça. Exactement, mais c'est la plus vieille qui nous soit parvenue. Et cet exploit guerrier, on le raconte en utilisant le récit, le chant ou le mime. En fait, voilà, donc c'est un genre de petit spectacle où le troubadour il raconte une histoire et il fait plein de choses. est-ce qu'on n'écouterait pas un extrait de mime? Mais si, Excellent. chut, s'il vous plaît. Il a fallu attendre 1 an et demi avant d'avoir une bonne vanne de Hicham. Allez, on arrête là l'épisode. On passe... C'est quoi ce truc de jazzman là? Non, c'est pour pas trop claquer dans les micros. Et c'est Arthur qui nous a filé cette tradition. Et donc ils À font cause de 120 BPM. Enfin, Je vois pas Ah qui non. est Arthur.
Et ils font aussi, pas que les exploits guerriers, mais ils font aussi pas mal de chansons d'amour, parce que à la fin du Moyen-Âge, on est passionné par l'amour, le vrai, celui qui transcende la passion, l'amour interdit. C'est quelque chose qui plaît énormément, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout toléré. Donc on se l'offre à travers des bons bouquins ou des récits de troubadours et de trouvères. Ou des recettes de grand-mère que nous ne dirons pas dans ce podcast. Mais... Aussi. Donc moi, je vous propose d'écouter l'extrait d'une chanson de troubadour de Guillaume de Machaut, qui est un artiste en fait du XIVe siècle. Voilà. Voilà, il a ramené sous son Là, on groupe est avec tout de lui, suite sur une thématique plus chiante. Ah bah là, il y a le j'adore, Ménestrel, il y a le Ménestrel, pardon, Ah ouais. il y a tout là. Là, il a son quartet avec lui. Là. Quand le bouvier rentre du labour. Non mais là, on voit le dindon qui flambe comme Bien ça sûr. sur la broche. Le dindon spécifiquement. Et, mais oui, oui. Je le sens, le dindon. On voit le petit jongleur, etc. Bien sûr. Les Le montreur rideaux, d'ours. exactement, le montreur d'ours. Il y a déjà une bonne évolution rythmique. Hein. Tu peux caler un petit beat bop dessus et c'est parti. Ah bah c'est plus gai déjà. C'est plus gai. Donc voilà pour ce qui est du Moyen-Âge, mais j'ai envie de vous proposer d'avancer un petit peu sans plus attendre et de passer à la Renaissance. Donc à la Renaissance. Au dubstep, ok. The Renaissance. Là, le mec était sur un chantier de travaux et puis il s'est dit putain, il y a un truc à faire. Il y a au début de la Renaissance un vrai bouleversement qui va véritablement changer l'accès en fait qu'ont les gens à la musique. C'est l'invention de l'imprimerie et donc du coup de l'imprimerie musicale. Oui, mais pour transmettre Les les partitions partitions. et tout. Exactement. Donc, l'imprimerie musicale est née en 1473, donc quelques décennies après l'invention de l'imprimerie. Et à cette époque-là, la notation qu'on connaît actuellement, elle existe déjà. Pardon. Donc, on peut tout à fait vendre des partitions et transmettre la chanson, non plus de façon orale, mais vraiment de façon écrite. Donc, la chanson, c'est plus seulement une coutume, c'est quelque chose de concret. C'est ce Le qui est culturel. Exactement, voilà. Et la Renaissance, c'est également la période de la naissance officielle de la chanson. Jusqu'ici, c'était du chant. À la Renaissance apparaît la chanson. La chanson, c'est ce petit air, en fait, que tout le monde peut retenir. Le boulanger, la princesse, la duchesse, la baronne, le chevalier, avec des paroles faciles, avec un air simple, avec la naissance des couplets, des refrains. Ah oui. Ça se retient. L'origine de la chanson, la chanson, elle trouve ses origines en Bourgogne, dans un premier temps, à la fin de la guerre de 100 ans, et ensuite à Paris. Et Paris, c'est vraiment la capitale de la chanson par excellence. On va avoir des compositeurs qui vont vraiment se spécialiser dans la chanson. Alors, je vais pas pouvoir vous parler de tous, je vais pas pouvoir m'étendre, donc j'ai choisi de parler d'un en particulier qui me fait plutôt marrer parce que c'est pas un compositeur comme les autres. Donc cet homme, il s'appelle Clément Jeannequin. Et Clément Jeannequin, au XVIe siècle, le fameux Clément Jeannequin au XVIe siècle, c'est un homme de Dieu, c'est un homme d'église, et il se spécialise dans la chanson profane. Donc il nous a laissé des tonnes et des tonnes de chansons. Ah, le sagouin. Et Ouais, c'est ça, c'est ce le rebelle. type-là, il s'est dit voilà, moi je vais vraiment faire mon foufou quoi. On peut faire tout un tas de choses, donc je vais faire mon dingue. Alors il se spécialise en fait dans les chants à 4 voix a cappella. Exactement. Et non, mais en fait, il fait des choses assez complexes parce qu'en fait, il va rajouter des effets spéciaux entre guillemets dans ses chansons. C'est Jean-Michel Jarre. Il met énormément d'onomatopées et en fait, il va faire une chanson qui s'appelle par exemple Les bruits de Paris, où les chanteurs vont imiter les bruits de Paris. Il en a fait une qui s'appelle La bataille, où ils font le bruit à la bouche. Hein. Non, mais c'est hallucinant. Ils font le bruit à la bouche des épées, des tirs de canon. Enfin voilà. Et il y en a. C'est un chat, ça. Un chat malade. Un chaton. Moi, il y en a une qui me fait particulièrement marrer. Dont on va écouter super un drôle, extrait ouais. qui s'appelle Le chant des oiseaux. Et donc, ce sont 4 chanteurs qui font le bruit des oiseaux. Voilà. T'entends l'hirondelle là? En vrai, c'est cool. Jusque-là, c'est Elias Bourré, hein, mais. Non, oh. Je ne chante pas aussi bien. Et ce qui est hallucinant, c'est que j'ai regardé des vidéos de chanteurs en train de chanter ça. C'est que, mais non, en fait, c'est vraiment très 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 calculé. Enfin, je me dis que cette chanson, ça doit être un enfer à apprendre. Oui. Tic toc tic. Non, c'était tac. Raté. Mais ils font des brrr. Enfin, il y a un moment, ils font au début de la chanson, ils font je sais pas une espèce de tourterelle et donc ça fait vraiment que des c'est la brrr. même chose à chaque fois. On dit Ah ouais. tourterelle. Ah oui, la oui. tourterelle, J'ai c'est comparé, c'est hallucinant. Oh. Eh, tu fais hyper bien la Ah, tourterelle. je fais super bien la tourterelle. Je trouve que c'est une bonne chanson de douche.
le matin pour te doucher. Genre, hop, c'est parti, c'est le printemps dans ta Est-ce qu'on journée. est là. obligé de la replacer dans ton emploi du temps à chaque fois Toujours, obligatoire. Tout le temps de la musique, tout le temps. Mais Oh, un pour les vol de curieux, tourterelle. allez vraiment écouter les compositions de ce compositeur parce que c'est très étonnant. Vraiment, c'est très étonnant. Donc vous pouvez en retrouver sur plein de plateformes Plateformes diverses. Absolument, voilà. Donc voilà pour la Renaissance. Et alors après la Renaissance arrive une période où alors là la musique, ça va commencer à partir absolument dans tous les sens. Une période qui me fait beaucoup marrer. Non pas parce que je travaille dans un opéra qui se spécialise sur cette période-là, mais c'est quand même une période qui est très marrante. C'est le baroque. Le baroque, c'est la période totalement mais bling bling de l'histoire de l'Europe. C'est la période waouh, on en fait too much. C'est la période de la Galerie des Glaces. C'est la période où les gars, tous les musiciens que vous pouvez nous mettre sur une scène, on les met tous, et on veut que les instruments ils jouent tous en même temps. Et vous me rajoutez des jongleurs, des danseurs, des cracheurs de feu, des dresseurs d'ours, on veut tout. Les éléphants sur la mezzanine, Et, c'est parti. C'est ce qui est assez ouf dans le baroque. Et donc le baroque, à l'époque baroque, donc qui correspond qui va du début du XVIe siècle jusque dans les années 1750. Après c'est l'invention du classique. Et bien dans le baroque, on va inventer quelque chose qui a son importance dans l'histoire du chant. On va inventer l'opéra. Tout simplement. Donc la question de l'opéra s'était pas posée avant. Avant, on connaissait le théâtre, on connaissait le chant. On s'était dit, pourquoi est-ce qu'on ferait pas une pièce de théâtre dont tous les dialogues sont chantés, les gars? Ça peut être une super idée. Donc le premier qui va composer un opéra, c'est Claudio Monteverdi, qui va composer l'Orfeo, si je ne m'abuse. Oui, je vous ai pas dit de bêtises, l'Orfeo en 1607. Et on va s'écouter un petit extrait. C'est rock là, c'est folk. Non, d'un seul coup, il y a trop d'harmonie, c'est très riche. Ah bah ça change, hein. Il y a des tambourins, il y a tout ce que tu veux, hein. Ah, là, Ça c'est change. hein. jambon fromage. Absolument. Il y a juste à regarder les meubles en fait de l'époque baroque. Voilà. C'est Et jamais donc, joli quoi. Tu vas C'est comprendre toujours- la musique, ouais. Il y a trop de dorures, trop de Ah bah, d'enluminures, et ça va aller de plus en plus loin. Donc l'opéra est né en Italie, il est créé en Italie. Et tout doucement, ça va se propager un peu dans toute l'Europe. En France, c'est Jean-Baptiste Lully qui nous le rapporte à l'époque de Louis XIV. Et on va très rapidement, l'opéra, en faire quelque chose lié à la propagande. Et Louis XIV va s'en servir en tant que grand amateur d'art qu'il est. Donc, pour vous donner un exemple d'opéra très très populaire à l'époque de Louis XIV, on va s'écouter un extrait des Indes galantes, un extrait qui s'appelle Les Sauvages. Ça régale. Oui, c'est plutôt pas mal. Enfin, disons que en 200 ans, on est passé du chant grégorien à ça. C'est une, Ouais. On c'est a une quand même belle les évolution. reliquats de la musique qui va ensuite inspirer Mozart. hein. Moi, je trouve pas que totalement. d'avancer dans le temps, ça fasse une progression de l'être humain. hein. Vraiment, moi, les chants grégoriens, pour moi, ça me parle plus que Ouais, des c'est- chants c'est plus bagres. beau, Disons que là, c'est comme un millefeuille, c'est trop riche. Tu sais. Il y a Oui. trop de couches. Voilà. Mais bien sûr, oui, mais ça c'est le problème du baroque. Ouais, ça je suis d'accord avec toi. Mais qu'on retrouve dans les meubles, comme tu disais, enfin, dans tout ce qui revient Mais du dans, baroque. mais dans de toute façon, tout, c'est le genre, baroque, on a plein de c'est trucs, une on va période tout mettre bling bling. ensemble. Exactement, c'est une période qui est tout à fait bling bling. Arrive le XVIIIe siècle, donc qui va être à nouveau une période très très riche en opéra. Et le changement qu'il y a dans l'opéra, c'est les castrats. Oh non. Ah, paye ta torture. Oh non. Le XVIIIe siècle, c'est l'âge d'or des castrats. Donc les castrats, ils existent déjà avant le XVIIIe siècle. Donc un castrat, qu'est-ce que c'est? C'est un chanteur Il masculin n'a pas de Voilà. cognette. Il n'a qui plus. qui, lors d'une opération qui va se faire avant que sa voix ne mue, donc entre ses 7 et ses 12 ans, va subir une petite intervention chirurgicale. Oh, dont petite, ça va, oui. Légère. Non, mais on lui coupe pas nécessairement les couilles, en fait. Hein, on fait une petite incision. Hein. Bah, une petite incision, bah tiens. Non, mais c'est excessivement barbare hein, comme système, je vous l'accorde. Mais à l'époque, t'en Tout meurs ce qui pas. se place après 1 mai n'a aucune valeur. Non, mais je veux dire, tu n'en meurs pas à cette époque-là. Oui, mais l'excision non plus, on va pas. Et, non, mais c'est manifester. Oh, super. ça- Ah, on part en couille. ce que tu dis. Bah oui, mais on n'en meurt Non, pas, mais c'est pas une raison. mais c'est une autre époque. C'est une autre époque. Ça va, on a une expression en Algérie, Voilà. c'est tekbal otensa, c'est tu vas grandir et tu vas oublier. Je vous propose. Comment tu l'as vécu toi alors? Bah écoute, je suis circoncis. Et donc t'as ça, oublié. je l'ai oublié.
Je vous propose qu'on reprenne le sujet. Oui, Voilà. tiens, pas mal. Et donc la question des castrats se pose étant donné qu'il n'y a que les hommes qui ont le droit de chanter dans les églises. Et pour tenir les voix les plus aiguës, il faut prendre des enfants, sauf que les enfants ça mue, etc. Donc on se dit leur casser les couilles, quoi. Exactement. Donc on va castrer, enfin on va faire castrat certains jeunes garçons. Donc souvent c'est des garçons qui viennent de milieux assez modestes. C'est leur famille qui va passer par là pour qu'ils aient une grande carrière. Il y a des écoles après spécifiques, etc. Et ça pose une question intéressante. Pourquoi on insistait pour que les hommes aient la voix aiguë? Parce qu'on n'acceptait simplement pas que les femmes. Bien sûr. Mais bien sûr. La meuf prépare une transition. Attention, j'arrive. On avait besoin de voix aiguë, tu vois. Non, mais c'est assurément ça. Et à partir du XVIIIe siècle, on commence à être un petit peu fasciné par ces types-là. On se dit c'est incroyable. Et donc on va avoir le plus grand de tous les castrats qui va se faire connaître à cette époque-là, qui est Farinelli. Farinelli, mais il va se faire des couilles en or. Mais il en a plus. Elle est venue comme ça. Non, mais par contre, attends, ça veut dire que pour ne pas utiliser une femme, on préfère castrer un homme? Absolument. Ah ils étaient cons. Hein. Oui, comme au théâtre, il n'y avait pas de femmes, quoi. Voilà. Ils étaient toutes. C'est ça. Des jeunes garçons. Non, la femme a le droit de jouer au théâtre avant de chanter. Hein. À l'époque où il y a les castrats, la femme, ça fait quand même plus de 100 ans qu'elle peut jouer au théâtre, mais là, voilà, elle peut toujours pas chanter dans les églises. Et ces castrats, du coup, on les fait étudier dans des écoles spécifiques, essentiellement en Italie, et ils sont acclamés par le public, on les trouve absolument fabuleux. Et aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais si vous voulez vous faire une idée de ce à quoi pouvait ressembler la voix d'un castrat, vous pouvez écouter une voix de contre-ténor. Donc là, par exemple, on va écouter un petit extrait de Philippe Jarouski qui enregistre un extrait de l'opéra de Gluck, Orphée et Eurydice. Il est assez impressionnant, Philippe Jarouski, à voir en vrai quand il chante. Parce qu'il n'a pas du tout la physique de... Comment ? Il joue aujourd'hui encore. Oui, il est jeune, je sais pas quel âge il a, il doit avoir 40 ans, Jarouski. J'ai vu une vidéo. Oui, c'est super récent. Oui, il est tout jeune. C'est vrai qu'on n'imagine pas du tout un mec chanter ça, quoi. Ah oui, et il a une voix qui est absolument... qui est grave quoi quand il parle. Ah ouais. Mais qui est tout à fait lambda, mais c'est juste qu'en fait ça se travaille, un contre-ténor, ça se travaille. Donc lui il travaille pour avoir cette voix-là. Non, il n'y a plus de castrat. Non, il n'y a plus de castrat aujourd'hui. Putain de merci. Il n'y a plus de castrat, justement. Le dernier castrat dont on est la trace, il s'appelle Alessandro Moreschi. Il est mort en 1922 et on a un enregistrement de lui. Si ça vous intéresse. Au sport d'hiver, il est mort au ski. Alors, extrait, Magnéto. Ça valait peut-être pas le coup de lui couper les couilles. Oui, il chante archi faux. Ouais. Il chante très mal, ouais. Il souffre, excusez-moi. Mais... Attendez, là c'est mieux. Comment ça, c'est mieux? Non, mais c'était pire. Je suis horrifiée depuis tout à l'heure, là. Voilà. C'est la Castafiore, quoi. Voilà. Donc voilà pour les castrats. Donc les castrats, castrats, c'est ça pour ça. C'est interdit depuis 1902. C'est une interdiction papale. Et donc lui, notre Alessandro Moreschi, lui est mort dans l'indifférence la plus totale en 1922. Avec des couilles à moi. Voilà, exactement, sans couilles. Et on est au XVIIe siècle sur une période où par contre dans les églises ça swing un petit peu plus étant donné qu'on est sur la prénaissance du gospel. Donc fini le chant grégorien. Là on est sur un truc un peu plus vivant. On a un petit extrait d'Antonio Vivaldi, le Gloria. Comme ça. Ouais, t'es sur quelque chose de un petit peu plus gai que le grégorien et t'es sur un début de gospel en fait. Ouais, ce que j'ai l'air, c'est vrai. Elle commence à l'air du truc, hein. Mais Vivaldi, c'est un génie. Mais oui. Soyons honnêtes, voilà. Et pour la petite anecdote, le chant de gospel le plus connu, qui est au Happy Day, date du XVIIIe siècle également. Non, sérieux? Mais oui, Ouf, putain. Voilà. Donc,
à la fin du XVIIIe siècle, il y a la Révolution française, il y a des révolutions un petit peu partout en Europe, donc le chant, il a de moins en moins sa place. C'est la naissance de la chanson populaire, de la chanson révolutionnaire, donc le peuple chante un petit peu plus, mais il va y avoir un peu moins de création. Alors le chant religieux, on le met totalement de côté parce que l'Église n'a plus vraiment sa place. Et après la Révolution française, bah là c'est vraiment l'apogée de l'opéra au XIXe siècle. On a des Bizet, on a des Verdi qui nous fait la Traviata qui va être le top du top en matière de chant. Et donc le 19e siècle, c'est l'apogée de l'opéra et c'est également l'apogée de la chanson populaire avec les cabarets qui vont se développer un petit peu partout dans toutes les grandes villes et ensuite les plus petites villes européennes. Et donc on va avoir tout un tas de petites chansons qui vont naître, donc des chansons que nous on connaît, des comptines, etc. Et chacun chante chez soi. Et se pose la question de comment faire pour pouvoir écouter de la musique chez soi. Donc, est-ce que vous savez qui va être le premier à faire un enregistrement ? À faire un enregistrement ? Ouais. Thomas Edison qui testait sa machine. Mais voilà, on a bien envie de dire Edison. Eh bien non, c'est pas lui. 17 ans avant lui, il y a un savant français qui s'appelle Édouard Léon Scott de Martinville qui va inventer le phonautographe. Et donc c'est un appareil qui permet d'enregistrer sur une feuille de papier en quelque sorte, de graver des sons. Sauf qu'il n'avait pas inventé la machine qui permettait de le lire, il est mort avant. Et en 2007, il y a des scientifiques américains qui ont réussi à inventer en 2007 cette machine et donc on a le tout premier enregistrement qui existe, c'est Au clair de la lune et c'est le savant lui-même qui fait des tests et qui le chante. C'est badant. Ouais. Elephant Man. On dirait un film d'horreur. Ouais, on dirait ce que t'entends le soir sous ton lit, genre. T'es avec qui, toi, sous ton lit le soir ? Mais par contre, il a bien réussi, quoi. Freddy te coupera. Et ce qui est terrible, c'est qu'il a réussi et lui, il l'a jamais su. Parce qu'il a jamais pu lire son morceau. Ouais, vraiment, enfin, c'est une belle performance, mais il a réussi. C'est vachement bien. On dirait qu'il a 17 ans avant Edison, il a fait ça. C'est incroyable. Ok, c'est balèze. C'est un bad trip complet, par contre. Ah oui, par contre, ça déprime un peu. Et très rapidement, en fait, les enregistrements vont être de meilleure qualité. Je pense que le premier enregistrement d'assez bonne qualité qu'on ait, c'est Aristide Bruant qui chante Le Chat Noir, qui pour moi est le premier enregistrement vraiment de référence. Ça date de quand, ça ? Je sais plus, 1900. Il y a plein 1900. On notera que la compression n'avait pas encore été inventée. Oh putain, la vache. Ouais. Une bonne chanson de PMU. Et ça, je crois que c'est le vinyle qui coûte le plus cher non, sérieux au monde à trouver. Ouais, voilà. Ouais, pour le trouver sous blister, pas ouvert, putain. Et pour finir, moi, je me suis posé une question en écrivant mon sujet. Je me suis dit, elle est paillarde. Ça vient d'où la chanson paillarde en fait ? Alors j'ai cherché, j'ai tapé sur Google plein de noms de paillardes que je connaissais. Celle de garde. Ah oui, je connais un paquet. Et puis j'en connais un rayon. Hein. Et j'étais un peu déçue parce que la plupart elles dataient de la fin du 19e siècle ou de l'entre-deux-guerres. Enfin du coup c'était pas archi vieux. Et alors là j'en ai trouvé une ancienne, voilà, qu'on connaît tous. Ah, je crois voir. Pas moi en tout cas. La chanson du Bouvier. L'enregistrement est pas si vieux que ça. Ah non. Mais en fait, voilà, les filles de Camaret. Ils avaient déjà des bons tant pis à cette époque. C'est une des plus vieilles chansons paillardes qui existent, étant donné que nous, on sait qu'elle existe depuis au moins 1649. Oh putain de Ben Dieu. ouais, donc à l'époque de Louis XIV, on chantait déjà les filles de Camaret. Génial. Voilà, c'est plutôt beau. Vous y songerez la prochaine fois que vous chanterez quelque chose. Ah, c'est émouvant. On songera avec grand plaisir. Oh top ce sujet, putain. Trop classe. Très très classe. Yes. Putain, je pensais pas prendre autant de choses sur la voix et le chant. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on ne passerait pas à nos chers invités qui vont également nous parler de musique ? There have always been important women who have contributed significantly to world culture. There's still deeply entrenched discrimination across the board in arts institutions. It's not always easy to take a stand, so you have to figure out what is it that you can do. Yes, you can be a stripper and a feminist. Ce que je voulais dire, c'est que la première question qu'on se pose, c'est pourquoi les femmes dans l'histoire, elles ont toujours pris un pseudonyme masculin pour pouvoir créer leur art et surtout le faire valoir. Voilà, que tout le monde le connaisse. Si elles avaient gardé un nom de femme, ça serait pas passé. Mais c'est quand même beaucoup plus subtil que ça, parce qu'évidemment, chez les femmes, c'est jamais aussi simple que ça. Donc, par exemple,
Est-ce que vous savez qui c'est? Alors, Amantine Aurore Lucille Dupin de Franqueuil. Non. Picasso. Voilà. Je sais pas. Alors, c'est George Sand. Ah putain, j'allais le dire. Alors, je suis trop nul. déjà, elle voulait pouvoir s'exprimer et avoir un nom d'homme, d'accord, mais surtout, elle voulait pas avoir un nom comme ça, autant à particules. Et déjà, quand t'as un nom comme ça, Amantine, Aurore, Lucille, Dupin de Franqueuil, déjà, t'es mal barré, quoi. Ouais, déjà, niveau pour être une commercial, rebelle, ça part mal, quoi. Plutôt à gauche, ouais, quoi. Ouais. Ça part super mal. Donc, en fait, elle s'est pas dit ça direct. Elle s'est pas dit, je vais prendre un autre mec pour avoir le droit d'exister, quoi. C'est pas du tout ce qu'elle s'est dit. Et c'était vraiment une vraie femme, quoi. Elle est juste tombée amoureuse d'un mec qui s'appelait Jules Sandorin ou sans quelque chose, là, Sandero. Jules Sando. Sandero. Jules Sando. Alors, Jules Sando, ils ont écrit ensemble un roman tous les deux. Et elle s'est dit, on n'a qu'à appeler ça J. Sand. Et en fait, elle n'a pas cherché au début à prendre un pseudo masculin en se disant je serais mieux distribuée si je suis un homme que si je suis une femme. Elle a juste voulu partager la création qu'elle faisait avec l'homme qu'elle aimait, quoi. Et ce mec, il s'appelait Jules Sandero. Et il voulait partager ce truc-là. Sauf qu'au bout d'un moment, elle l'a trouvé plus très intéressant. Donc, déjà, c'était Sand. Elle avait pris le diminutif de son nom de famille. Elle pouvait pas garder le J. Et elle s'est dit, pourquoi je vais prendre Georges? Et tout le monde a cru, et tout le monde croit. Et même moi, je croyais, avant d'en parler ce soir, qu'elle avait choisi un prénom d'homme. Sauf que Georges, quand il n'y a pas d'S, c'est le féminin de Georges avec un putain. S. Je ne savais pas du tout. Donc elle n'a pas du tout renié sa condition féminine, elle a juste grugé tout le monde comme ça en disant « Tu penses que je m'appelle Georges Sand, je suis un homme. En fait, moi je te gruge parce que Georges sans S, c'est un prénom féminin. » Putain, je sais pas du tout. Classe. Et puis on connaît les écrits de George Sand, les échanges qu'elle a eu avec Musset. Il est super connu, où il parle ouvertement de cul en fait. Et les lettres étaient censurées constamment à cette époque. Et voilà, elle parle ouvertement de cul. Et puis si tu lis une phrase sur deux, tandis que si tu lis le poème entièrement, t'as vraiment un poème. C'est ça qui est génial. L'époque, la femme à l'époque, elle n'avait pas le droit d'avoir une vie sexuelle. Donc en fait, si tu voulais déclarer ta flamme à l'homme que t'aimais, et il valait mieux que tu caches une phrase sur deux ce que t'allais dire. Sinon, il pensait que c'était un mec qui s'appelait Georges Sand. Bon, pour en revenir, je ramène un peu à la musique, donc toujours au 19e siècle. J'avais envie de vous parler un peu des compositrices qui ont été l'ombre en fait de grands compositeurs qui ont porté leur nom et pourtant qui avaient du talent énormément et qui ont dû, de par leurs conditions de femmes, fermer leur gueule, quoi. Donc on a Fanny Mendelssohn, 18e, donc la sœur de Félix Mendelssohn. Et donc pour citer son père, la musique deviendra peut-être pour lui son métier. Alors que pour toi, elle doit seulement rester un agrément, mais jamais la base de ton existence et de tes actes. Et donc son frère, donc Félix lui-même, n'est pas en reste sur ce sujet puisqu'il demande, Fanny, telle que je la connais, n'a jamais souhaité devenir compositrice. Enfin, compositeur, à l'époque on disait compositeur, ni avoir une vocation pour cela, elle est trop femme. Donc, voilà. Mais elle a toutefois réussi quand même à créer des œuvres qui sont passées entre les mailles des filets des hommes et de son frère et de son père et qu'on peut écouter aujourd'hui. Ensuite, il y a Clara Schumann, dans le même esprit, il y a Clara Schumann qui a aidé Robert pas mal aussi et qui a travaillé en tant que compositrice. Il y a Alma Mahler, donc la femme de Gustave Mahler, une femme de lettres, très très belle, qui était courtisée par toute la noblesse de Vienne et puis notamment Gustave Klimt. Donc elle a choisi un autre Gustave et au moment où elle l'a choisi, il lui a... Klimt Non, c'est Klein. Non, c'est Klein, excuse-moi. Klimt, t'as une expo là en ce moment, tout le monde en parle. Si t'es parisien, t'as fait cette expo. C'est juste... Bref. Et donc voilà, donc elle a choisi un autre Gustave, donc Gustave Mahler, grand compositeur qu'on connaît, et qui a dû... et qui l'a fait quitter les milieux artistiques puisqu'elle n'était pas seulement musicienne, elle était aussi peintre. Voilà, donc on arrive sur le 20e de façon un peu cabotine parce que voilà, faut aller un peu vite si on a envie de parler d'un peu de tout. Il y a un bouquin d'Angela Davis qui est assez intéressant sur la musique black américaine et
féminine, pas encore féministe parce que, enfin, pour Angela Davis c'était le cas, mais en tout cas à l'époque de ces blueswomen dont elle parle, le féminisme n'avait pas été prononcé à proprement parler. Donc il y a My Renee, qui incarne un peu un blues traditionnel sur la première moitié du 20e, et puis Bessie Smith par la suite, qui elle incarne un blues plus classique. Parce que ces femmes-là dérangeaient à cette époque, Bessie Smith, My Renee, Bessie Smith d'ailleurs qui a un peu inventé le clip quelque part. Quand on regarde et sur YouTube vous le trouverez, il y a un clip qui est pas un clip parce que c'était pas à l'époque, mais en 1932 elle est là, elle s'embrouille avec son mec, puis après elle se pose au bar et puis elle commence à chanter Saint-Louis Blues avec tout le bar derrière. C'est Confessions nocturnes de Diams, c'est évident. Ouais, il y a un peu de ça, mais en beaucoup plus classe parce que ça reste Bessie Smith. Beaucoup plus classe. Et donc voilà, donc il y a ces chanteuses qui incarnaient une sorte de féminisme de par leur façon et leur philosophie de vie, parce qu'elles étaient bisexuelles, bagarreuses, alcoolo, enfin des choses qu'on aurait tendance à attribuer plutôt aux hommes. Et ces femmes-là étaient ça, et puis elles revendiquaient de par leur musique l'autonomie de la femme noire américaine. Voilà, donc ça a beaucoup dérangé. Et ensuite, on a aussi Billie Holiday. Alors, on s'est focalisé, quand on parle de Billie Holiday, on parle de sa vie super triste et tout. Puis bon, ça s'en ressent quand même dans ses musiques. Hein. Peu, ouais. Donc voilà, on a Billie Holiday qui a aussi incarné ce type de... Enfin, qui a été un peu ce genre de profil de femme émancipée. Puis en plus, ensuite, dans les années 50, donc on sort un peu du... le féminisme, c'est plus seulement le style de vie, mais ça commence à attaquer les paroles des musiques, et notamment dans le jazz. Et donc, mais toujours planqué derrière des métaphores, évidemment. Hein. Donc, on a Don't Come Too Soon de Julia Lee. Voilà, qui veut bien dire ce que ça veut dire, ne viens pas trop vite. Donc, c'est déguisé, mais il y a complètement une double lecture sexuelle. À l'époque, c'était très dur de pouvoir faire du double sens dans les paroles, en particulier quand t'étais une femme. Mais c'était écrit comme C-O-M-E ou... Ça veut dire strictement la même chose. Il y a Big Long Sliding Thing. Big Long Sliding Thing, donc le long truc qui coulisse. Donc, Dinah Washington, à cette époque, fait référence à un trombone qui l'accompagne, mais il y a complètement, une fois encore, une double lecture. Voilà. Alors chez les blanches, parce qu'il y a quand même les blanches aussi qu'on parlait un peu du féminisme. Parce qu'on a le droit d'être un peu révolutionnaire aussi, même si on est blanche. Voilà, exactement. Ouais. Et donc on a le prototype de la housewife blonde, proprette, moulinex, avec la coupe de cheveux, tout le bordel, qui elle, donc qui s'appelle Leslie Gore. Sur les télés nationales, à heure d'écoute, elle a chanté You Don't Own Me, donc je ne t'appartiens pas. Voilà, où elle parle de l'indépendance féminine. Voilà, donc je te laisse empiéter sur les années 60. Allez-y, Magnéto. J'aime bien les années 60, c'est trop bon. Maintenant, on a droit à la liberté, même si on est une femme, on a droit à la liberté sexuelle, et tout part en délire, c'est génial. Pourquoi c'est comme ça ? C'est parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Tous les mecs, ils étaient au front. Ils sont calés. Ah voilà, et ils allaient crever au front. En plus, c'est horrible, quoi, mais c'est comme ça. Donc les femmes, elles faisaient tourner le pays. Et en particulier, en Grande-Bretagne, on les appelait les suffragettes. D'un seul coup, il y a eu tout un groupe de nanas à la fin des années 40 qui se sont mis à travailler en usine. Ça nous bouscule pas trop, nous les hommes, dans notre foyer. Jours, parce que normalement, si tu me dois le respect, c'est parce que je te ramène la thune. Mais d'un seul coup, tu ramènes la thune aussi. Alors comment je peux te demander le respect puisque c'est toi qui ramènes la thune, tu vois? Il y a un truc comme ça. Et là, c'est génial. C'est Aretha Franklin. Mais quelle meuf, quoi. Alors elle a pris la chanson d'Otis Redding. Vous savez, c'est pas celle-là de chanson, mais Otis Redding, tout le monde le connaît pour Sitting on a dock of the bay. Otis Redding, il a écrit Respect. R.E.S.P.C.T. Mais tout le monde connaît Respect par Aretha Franklin, d'accord? Et ben ça a été écrit par un mec. Et le mec, en plus, il voulait faire amende honorable. Il voulait être un mec qui dit oui, moi je respecte la femme et tout ça, mais il se rendait pas compte qu'il était misogyne en le faisant, quoi. Il disait voilà, tu es ma femme, tu es mon amour, tu as le droit de me blesser autant que tu veux, mais tant que je ramène la thune, tu me dois le respect. Sympa. Quand t'es une femme, ça fait un peu mal déjà, tu vois, voilà. Ok, mais c'est pas grave, c'était les années 60. Tu fais ce que tu veux, du moment que tu fais ce que je dis, tu fais ce que tu veux. Voilà, c'est un peu ça le délire. Et elle arrive, elle a repris exactement ses paroles, à quelques trucs près, en remplaçant des he en she, et il a dit ouais, moi aussi je suis une meuf qui vaut la peine, comme toi t'es un mec qui vaut la peine, et toi tu me dois le respect, tu vois. Et voilà, elle a pris la chanson d'Otis Redding,
transformé, mais quasiment pas. En fait, elle a pris exactement les mêmes paroles de ce qu'il disait, 2-3 he or she qui Mais il l'a sont pas écrit transformés. pour elle. Non, il voulait. Elle l'a volé. Alors, en plus, là où Enfin, c'est volé. horrible, Il c'est l'avait que écrit, il l'avait Otis chanté, lui. Redding, il disait ça pour une meuf qui lui montrait aucun respect. C'est-à-dire que il était avec une nana qui couchait à droite à gauche, qui était jamais là, et il lui disait, moi je t'aime. Mais comme il était dans les années 60, il lui disait, oui, mais comme c'est moi qui rapporte la thune, tu me dois quand même un petit peu de respect. Alors là, Aretha Franklin, elle a pris le truc direct. Voilà, Et c'est Aretha Franklin qui a fait connaître cette chanson, et pas Otis Redding qui a incarné l'auteur. Bien vu. Top. Ok, et alors après il y a les années 70. Bon, on fait vraiment des sauts immenses entre les décennies. Vous nous excuserez, on n'est pas non plus des Non, mais c'est pro-féministes, déjà hein. vachement bien. Dans les années 70, donc il y a deux courants féministes. En France, on s'est attardé un peu plus sur la France cette fois. Donc il y a un caractère révolutionnaire dans un courant féministe, où là les chansons et les paroles, c'est debout, levons-nous, femmes esclaves et brisons nos. Voilà, il y a des Résiste, hymnes. prouve que tu existes. Pas tout à fait, mais il y a des hymnes de femmes, qui naissent avec des titres des comme exemples Guérilla, le divorce, voilà, les exemples. Et sinon, un caractère revendicatif, là, c'est plutôt, en plus des années 70, donc avec la loi Veil, la loi sur la pilule contraceptive dans fin 60. Donc là, il y a la musique devient porte-parole de certaines lois. Donc non, tu n'as pas de nom, ça c'est le nom d'un morceau d'Anne Sylvestre, où là, ça parle clairement de je vais pas vous lire les paroles, c'est un peu, c'est trasheux en fait quand tu comprends la thématique, ça parle d'avortement, donc. On les partagera. Ouais, pourquoi pas. Et voilà. Et puis, il n'y a pas que des femmes, il y a des hommes aussi qui ont contribué à mettre en lumière la femme, non pas seulement parce qu'elle est belle ou elle est sensuelle, ou parce qu'elle est une femme et qu'elle est un individu qui peut, J'imagine qu'on va pas parler de Gainsbourg. Ah non, pas du tout. Ah, non. Malheureusement, il y a des hommes que j'adore dans la musique et quand on parle de féminisme, on peut vraiment pas les nommer, à part si tu veux des contre-exemples, quoi. Donc on a par exemple Dieu que c'est beau de Balavoine, on a La femme et l'avenir de l'homme de Jean Ferrat, et il y a un morceau de Jacques Brel que j'aime d'amour, Jacques Brel, mais putain qu'est-ce qu'il était con là-dessus sur le féminisme, il était très misogyne. Donc La femme et l'avenir de l'homme, et donc dans un de ces morceaux qui s'appelle La ville s'endormait, il dit et les femmes toujours ne ressemblent qu'aux femmes, et d'entre elles les connes ne ressemblent qu'aux connes, et je ne suis pas bien sûr, comme chante un certain, qu'elle soit l'avenir de l'homme. Donc là il envoie en plus une crotte de nez à Jean Ferrat. Mais je savais pas qu'il était comme ça. Et alors on va pas vous parler des années 80 parce qu'on déteste cette décennie musicale, donc on a volontairement pas parlé des années 80, donc on attaque direct les années 90. Je suis d'accord avec toi. Bah ouais, donc on fait un peu de promo, donc voilà, vous ne retrouverez jamais les années 80 dans notre musique. Voilà. Retrouvez-nous sur SoundCloud. Abonnez-vous. Donc dans les années 90, il y a un mouvement qui s'appelle Revolution Girls Style Now. Donc c'est un collectif de plusieurs groupes punk rock de l'époque féministe, notamment les Bikini Kill. Donc c'est des américaines qui font du punk rock. Et donc là, par contre, c'est du féminisme, qui frôle le sexisme. Au final, c'est la tendance qui s'inverse, où là, il y a des femmes qui musiciennes, donc les Bikini Kill, qui sortent des beats en plastique comme ça, et qui les coupent sur scène, qui jettent en pâture. Ouais, mais ça, c'est aussi horrible que. C'est du sexisme, c'est purement du sexisme. Mais il y a toujours est-il que on explore le féminisme sous toutes ses coutures. C'est pas pour autant qu'il y a eu des descentes de femmes qui sont venues casser du mec, tu vois, dans la rue. Tout mouvement qui a enfin, on va dire, un sursaut de liberté, parfois il y a un petit sursaut qui est un peu violent. Et puis il y a de la violence, voilà, tout à fait. Et en même temps, la violence, elle est aussi la réponse à la violence. Voilà. Après, est-ce qu'on répond à la violence par la violence? Donc voilà. Ensuite, on a, il y a une effervescence autour du féminisme dans les années 90, et l'industrie le comprend bien, et donc se rend compte que la Rousseau a tout un avenir devant elle. Que le girl power, il y a du fric à se faire, et donc il crée dans la deuxième moitié des années 90 les groupes de filles. Les Spice Girls. Ah putain, je voulais pas dire une connerie de peur que tu m'envoies un truc à la gueule. Et c'est malheureux, et donc c'est tout sauf du féminisme. On a juste des connasses en jupe qui sautillent sur des refrains à la con, et voilà, et parce que ça a été récupéré par l'industrie musicale, et donc c'est repris parce que l'homme hétérosexuel a bien compris qu'il y avait de l'argent à se faire. Et en parallèle, en plus, dans les années 95 jusqu'à
2005, il y a l'effervescence et l'apogée du hip-hop et du rap qui est quand même pas les plus féministes. Le début, c'était pas la folie. Ouais. Non, mais ça a mis du temps à arriver. Hein. Donc il y a l'auteur du livre Sally's Revenge, Hip Hop Betrays Black Women. Donc ça, c'est Jennifer McLoone, qui est féministe black américaine, et qui dit dans le hip-hop, un homme ne peut pas se permettre d'être sentimental et romantique, il doit être dur et brutal avec les femmes. Elle ajoute: nous ne devons pas hésiter à dénoncer la guerre qu'ils ont déclarée aux femmes. Le hip-hop est sexiste, donc là, big up Snoop Dogg, et homophobe, donc big up tout le reste. Hein. Oui, parce que du coup, ça fait un point masculinité qui est que l'homme qui est sensible, calme, etc., va être vu comme efféminé et donc potentiellement gay, et être gay, c'est mal et machin. Et voilà, tout et à c'est fait. un vrai problème de pas pouvoir être un homme, mais en sortant on va dire, du carcan. C'est super que tu dises ça, quoi. J'ai un petit bonus misogyne hyper drôle parce que ça m'a fait rire, parce qu'en fait, en 2009, on a fêté notre bac, on en parlait, fêté notre bac, on a jumpé pour nos mentions assez bien, hein. Et sur un morceau qui s'appelle 6,3. ah merde, Sexy Beach, donc David Guetta et Akon, et les paroles sont, je cite: elle n'est rien d'autre qu'une fille que vous n'avez jamais vue auparavant, rien qui n'est comparable à vos putes de voisines. J'essaie de trouver les mots pour décrire cette fille sans devenir irrespectueux. Donc ça, on est en 2009, on danse tous dessus, et c'est ce qui nous est crié aux oreilles, voilà. Donc voilà. Donc, comme la femme, dans cette époque, a été contrainte quand même à s'abstenir, à être déjà à poil, avec des paroles niaises. On a Britney Spears, on a toutes ces nanas-là. Il y a des femmes qui ont accepté que ce seraient les codes de l'industrie et qui les ont repris dans leur intérêt, puisqu'elles étaient déjà puissantes, puisqu'elles étaient au devant de la scène. Et donc, on a par exemple les Destiny's Child qui vont mettre en avant les femmes battantes. Et donc voilà, donc la petite décennie 2010. Alors, est-ce qu'on passerait pas à ça? Ça a commencé cette histoire que les femmes, elles étaient obligées de se cacher derrière des pseudos masculins histoire d'être prises au sérieux. C'est-à-dire que tu considères la femme, et on en parlait cet après-midi, comme une minorité alors qu'on est 51% de la planète. Comment 51% ça fait une minorité, tu vois? Et oui, malheureusement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une minorité, elle est perçue comme une minorité, et le combat qu'on va avoir quand on défend les droits homosexuels ou les droits de la femme, donc les droits homosexuels, à mon avis, il y a moins d'homosexuels que d'hétéros sur cette terre, donc qui sont une minorité. Finalement, il y a toujours une corrélation, et là on l'a vu par exemple en ce moment avec toute l'émulsion qu'il y a autour du féminisme. 4 ans plus tôt, on a voté le mariage gay, et ça s'est vu aussi dans les années 70 quand il y a eu une montée des droits de la femme. Parallèlement, il y a eu des choses qui se sont faites aussi pour l'égalité des genres. Oui, et puis une fois que on va dire qu'il y a une avancée sociétale, ça se ressent sur la population qui peut vivre plus librement. Exactement, tout à fait. Donc en fait, plus on est féministe, finalement, plus on est tolérant. Alors, donc aujourd'hui, il existe donc des figures, et après j'arrête, hein, des figures encore maintenant. Donc on a The Gossip, Bev Ditto, qui elle donc incarne justement le féminisme, l'homosexualité, les poils sous les bras et les kilos en trop. Et donc c'est une nouvelle forme de féminisme qui est intéressante, et qui lutte contre les dictats de la main. Les mecs aussi, ils peuvent être gros, hein. Oui, exactement. Mais plus, malheureusement. Et puis voilà, donc et puis il y a pas que Bev Ditto, il y a aussi un super groupe là qui sort en ce moment qui s'appelle Sisterhood. Oh oui, tellement bien placé. C'est mortel. C'est beau. Et donc voilà, et qui ne parlera que de féminisme puisque le combat est encore long. Voilà, merci. Mais par contre, moi je voudrais quand même boucler la boucle par rapport au début du discours qu'on avait. Boucle donc la boucle. Parce que j'aime bien boucler les boucles. Alors maintenant, si je veux avoir le prix Goncourt, mais en même temps, je suis pas écrivain. Mais si je suis une femme écrivain, si je veux avoir le prix Goncourt, il faut savoir que, à part Simone de Beauvoir et Marguerite de Rasse, depuis 1903, il y a que des mecs qui ont eu le prix Goncourt. Ça, c'est incroyable. Donc, si je voulais avoir le prix Goncourt, il vaudrait mieux que je m'appelle Marguerite. Théodore Larsec plutôt que Dorothée Rascle, quoi. Tu vois. Mais je vois. Et ouais, effectivement, c'est un petit peu embêtant. Mais il y a eu des. Voilà. Et puis en même temps, Théodore Larsec, ça te va pas si. C'est pas Théodore Larsec, tu vois, c'est pas il y a Théodore. 2 ans, il y a eu un énorme bordel au salon de la BD Angoulême ou je sais plus quoi, parce que justement, il y avait pas, les femmes n'étaient pas représentées et les auteurs, certains auteurs BDistes ont refusé de recevoir leur prix. Parce là, que... les 100 premiers sportifs mieux payés sont des hommes. Il n'y a pas une nana sur les 100 premiers. Alors pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, j'étais à la Paris Game Week, qui est un milieu super masculin. C'est le milieu du jeu vidéo. Et t'avais un stand, c'était Woman in Games, quoi. Et en fait,
Il n'y a pas que les femmes qui ont essayé de prendre des noms de mecs pour sortir. Il y a aussi des mecs qui ont pris des noms de femmes pour dire leurs propos, quoi. Yasmina Khadra. Non, alors par exemple, alors vas-y, donne-moi ton exemple. C'est un auteur algérien qui s'appelle Yasmina Khadra qui a pris c'est un auteur pseudonyme Yasmina Khadra qui est super connu. Ouais, c'est ça. Oui. Et tout le monde a pensé que c'était la pensée féminine à ce moment-là. Tout ça parce qu'il avait un prénom féminin, n'est-ce pas? Oui. Oui. Oui, On part sur un oui. Et surtout, il y a Benjamin Franklin qui s'est fait passer pour une femme pour défendre le droit de la femme, parce que s'il l'avait fait sous un nom masculin, jamais personne l'aurait écouté sérieusement. Donc il a été obligé de prendre un nom de femme pour défendre le droit de la femme à cette époque-là. Au top le sujet, super cool. Et bah du coup... Et donc on enchaîne avec le sujet de la nuit. Ichouchou, le chroniqueur animalier architecture. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Une belle histoire d'amour. Va numéro bis, construis ce palais. Magnifique. Ouais. Meilleure chanson du monde. J'ai eu cette chanson dans la tête pendant 3 jours. Mais bon. Donc le Taj Mahal, avec ses 7 millions de visiteurs par an, c'est THE bâtiment en Inde. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Ah bah oui, on va pas te contredire. C'est même le seul bâtiment en Inde qu'on connaît, qui nous vient à l'esprit. Oui, très juste. C'est pas faux. Est-ce que t'as un autre bâtiment indien La maison de Maurice, à Bombay, pêcheur de profession. Non, mais en vrai, le Taj Mahal, il fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Oh. Et est-ce que vous savez dans quelle ville se trouve le Taj Mahal? Putain. À Mahal. Non. Déjà, je suis pas sûr de pouvoir citer 3 villes d'Inde. Alors... Si, oui, j'ai honte, mais... Non, je ne sais pas, ne me regarde pas. Eh ben, c'est à Agra. Et je viens de réaliser que j'ai même pas cherché où était Agra. Mais c'est à Agra. Le mec assume direct. Non, mais comme ça, on évite les questions douteuses. Le début de la précision. On est parti. Accrochez-vous, messieurs, dames, ça va être une farandole. Attention. C'est donc un palais avec une symétrie parfaite, qui a une structure octogonale avec au centre un dôme. Qui fait un dôme qui fait 73 mètres. C'est vrai que souvent j'ai un accent du sud qui ressort. Donc au centre, c'est un dôme qui fait 73 mètres de haut, qui a 4 minarets à chaque coin de la place. Et de chaque côté de la terrasse, il y a une mosquée, d'où les minarets. Et de l'autre côté, il y a un pavillon pour les invités. Ok, mais alors là tu parles de mosquée, minaret. C'est des termes architecturaux ou religieux? C'est religieux, c'est une mosquée. Je savais pas que le Taj Mahal c'était une mosquée. Moi non plus, j'ai découvert ça. Et donc, je vous l'affirme, il y a une petite partie qui est mosquée, mais pas le milieu, je reviens juste après. Faut surtout pas se mosquer. Hein? Vas-y. Elle était pas ouf. Ok. Très bien. Et le truc, c'est que l'histoire du Taj Mahal, elle est à la fois triste et belle. Je sais pas si vous la connaissez un peu. Pas du tout. Non, mais on compte sur toi. Eh ben, écoute, très bien. C'est l'histoire de Shah Jahan. C'est l'empereur Mughal et sa femme, entre guillemets, préférée, c'est ce qu'il y avait écrit dans les articles, qui s'appelle Mumtaz Mahal. Oh. Mumtaz Mahal veut dire bijou du palais. C'est beau. Je trouve ça mignon. Et Mumtaz... On dirait un nom de chat, quoi. non, de canasson qui court à Vincennes. Ouais. Bijou du palais. Deuxième place. Pardon. Et c'est bijou du palais qui prend la tête. Et du coup, Mumtaz s'est mariée avec Shah alors qu'elle avait 14 ans. Et ils ne se sont jamais quittés. Ils ont passé 19 ans à être ensemble tout le temps. Ils ne se sont jamais vraiment quittés de vue, tellement ils s'aimaient. Mais du coup, c'était de l'amour ou de l'esclavage? Non, c'est vraiment de l'amour. Okay. Apparemment, c'était un couple parfait qui vivait en parfaite harmonie. Ils étaient vraiment faits l'un pour l'autre. Sauf quand il allait voir ses autres femmes. Mais... Oui, mais tu sais tout. On parlait d'amour. Non, mais je vous rappelle que c'est sa femme préférée, quoi. Enfin... Bref, donc on arrive en 1631 où Mumtaz accouche d'une fille. Oh, c'est mignon. Ah oui. Mais elle tombe gravement malade. Oh, c'est mignon. C'est moins mignon. Et la maman ou l'enfant? La maman. La maman.
Et Jahan ne pouvait absolument rien faire parce que il n'était pas médecin et il pouvait rien faire pour réparer la situation. Il était chargiste, il réparait des chars. Il va donc voir Mumtaz pour la dernière fois, où elle réussit à prendre ses dernières forces pour lui murmurer ses derniers mots. Ne trompe pas, c'est moi ta préférée. Non. Construis un monument pour notre amour. La meuf chiante, tu vois. Elle va crever, fait des travaux pendant 200 ans. Et elle meurt. Voilà. Jahan. Et Jahan, très 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 triste, il va dans sa chambre et il n'y ressort plus. Il est en deuil. Il entame une semaine de jeûne. Okay. Au bout d'une semaine, au bout d'une semaine, il ressort et il est méconnaissable. Il a les cheveux et la barbe blanche. Il a tellement pleuré que sa vue s'est dégradée. Et il déclare un deuil national de 2 ans. Oh putain. C'est fini. Bon, ranger les trompettes, on va pas s'en servir pendant Mais longtemps. tu rigoles, mais c'est vraiment ça. Jouer de la musique devient haram. Ah putain. Et pendant cette période-là, et du coup, et puis même, t'as plus le droit de chanter, il y a plus de chant, il y a plus tout type de célébration. C'était même la maxi préférée, quoi. Ah bah Là, oui. C'est la super préférée. Si j'ai le somme, tout le monde aura le somme, c'est compris? Et il se lance du coup dans la construction de ce palais que sa femme préférée. Ça fait penser à ce dictateur au Kazakhstan, quand il a arrêté de fumer, il a demandé à ce que tout le peuple arrête de fumer. C'est génial. Je connaissais pas du tout ça. D'accord. Interdit. Je connaissais pas du tout cette histoire. C'est trop cool. Il y a un docu comme ça sur tous les C'est délires comme ça des dictateurs, et t'as des trucs super drôles qui devaient pas l'être trop pour le peuple, mais qui le sont quand tu regardes sur un écran. Putain, c'est incroyable. Mais du coup, donc il lance la construction de ce palais. Il embauche 3500 ouvriers et 11 années pour construire le Taj Mahal. Il y a une légende que je trouve un peu beaucoup trop glauque, mais qui peut être un peu beaucoup mignonne aussi. Oh. Il s'est dit qu'il allait couper les doigts de tous les artisans pour qu'ils puissent pas reproduire pour que plus personne ne construise un truc aussi beau. Ah. Comme ça, voilà. C'est radical. Ouais. T'avais intérêt à quand pas je dis être beau, artisan. c'est le geste est dégueulasse, mais l'intention. Si. Non plus. Non. Bon. Du tout. Bizarre. Ok. Mes collègues m'avaient prévenu quand je leur ai raconté. Qu'est-ce que tu fais de tous ces doigts après une fois que tu les as coupés? Un tas de doigts. Tu fais du compost, ou je sais pas moi. C'est ainsi qu'est né le Mikado. C'est la forme de la blague. Vas-y. Et du coup, aujourd'hui, si on va au Taj Mahal, il y a une inscription qui reçoit tous les visiteurs sur la grande porte d'entrée où c'était écrit Bienvenue. C'est écrit en arabe, mais quand on traduit, ça donne ô âme, tu es au repos. Retour au Seigneur en paix avec lui, et il est en paix avec toi. Classe. C'est beau. C'est beau. Jahan, il vit encore 13 ans après tout ça. Ça va, il s'en est remis. Ouais, mais quand même, il meurt à 74 ans. C'est quand même honorable. C'est des gardiens qui l'ont retrouvé mort, assis devant une fenêtre, avec les yeux ouverts en train de regarder le palais qu'il avait construit. Il n'y a pas une vie trépidante de ouf. Hein. Non, enfin après, je me suis pas non plus intéressé à tout ce qu'il a fait. Mais... On parle après quand même. Mais voilà, ok, touché. Il est mort en train de regarder le palais en se disant « Je vais te rejoindre. Mon amour, j'arrive. » Mais non, personne n'a dit ça. Non, mais là, peut-être tu pas. inventes, là. C'est peut-être après quelle lampe chez Ikea je vais m'acheter la semaine prochaine. Oui, je pense, oui, c'est pas mal. Voilà. Et si je mettais les murs en taupe? Mais en tout cas, aujourd'hui, la partie centrale, donc le dôme là, c'est un tombeau. Ok. Ce tombeau sera votre tombeau. Il y a 2 tombes. Il y a 2 tombes qui sont orientées vers la Mecque. Et ben, c'est celle de Shah Jahan et Mumtaz Mahal. Et elles sont visitables. Mais en vrai, pas vraiment. Les tombeaux ou les tombes? Les tombes. J'ai un doute aussi. Oui, enfin, il y a. Tu peux rentrer dans la tombe. Tu peux pas y aller. Mais non, enfin, tu sais. Oui, tu peux voir les cercueil, là. Tu peux voir les plaques. Oui, bah Voilà. ça se visite quoi. Tu peux aller voir. Oui, oui, voilà. non, mais tu vas pas taper la bise. Non, mais en fait, ils sont pas à l'intérieur. Ah. C'est des fausses tombes. C'est des fausses tombes en fait. Les vraies, elles sont enterrées à 6 mètres sous-sol, si je dis pas de bêtises. Exactement, 6 mètres sous-sol. Et pourquoi est-ce qu'on les cacherait? Bah pour pas qu'on les dégrade.
Exactement, parce qu'elles sont faites de pierres précieuses et de marbre super. Les tombes. Oui. Ouais, là, moi je savais plus de... Leurs corps sont faits de pierres précieuses. Non, les tombes sont... Il y a des pierres précieuses. Mais il faut savoir, t'as dit que les tombes, on pouvait les visiter. Oui, En fait, on peut visiter, mais en fait, c'est pas les vraies C'est des tombes. reproductions. Exactement. Les vrais sont cachés à 6 mètres sous sol et ils ont caché parce que ça a déjà été volé. Enfin, ils ont déjà piqué des pierres précieuses et tout. Du coup, ça se fait pas, ils les ont cachés. Donc voilà un peu pour l'histoire. Et j'ai trouvé un autre truc qui ressemble un peu à mon ancien sujet sur la tour du Pise. Lequel ? La tour de Pise. Le Taj Mahal est penché. Est-ce qu'il paraît, elle serait en train de s'effondrer. Ah. Les tours situées à chaque coin sont en train de se pencher vers l'extérieur. Ah oui, ce qui est pas... Flûte. Mais bon, c'est Même pas... l'intérieur, c'était pas incroyable non plus. Non, mais c'est voilà une précision parce que vous connaissez Oui, ton amour de la précision. Voilà, c'est ça. La vie est faite de précision. À combien de degrés elle penche, celle qui penche le plus penche de 3,6 cm. Ah bon, Après, tu ça fais va. le calcul. Tu t'émerdes, sœur. Non, mais c'est déjà très précis. Mais oui. Mais le truc, c'est que on n'est pas vraiment sûr de ça. C'est vachement moins précis, là, du coup. Non, mais en fait, elles penchent de 3,6, mais on ne sait pas si elles étaient déjà comme ça, parce qu'on n'a pas les plans d'architecture de base. Bah, de toute façon, sur les plans, à mon avis, elle penche pas. C'est dans le mec, il a pas dit je vais faire une tour qui va pencher de 3,6 degrés. Tu connais pas Shah Jahan, tu connais pas. Peut-être qu'elle a aimé ça. Mais oui, peut-être, voilà, Mumtaz, elle lui a dit construis ce palais avec les tours qui penchent de 3,6 degrés. Mais ça fait combien ? À peu près 1 pouce. Okay. Mais bon, je me suis un peu quand même intéressé. T'inquiète pas, on suit. Malgré l'hilarité. Non, mais si tout le monde rigole, ça, mais si toi tu rigoles, on va pas avancer. Donc ça fait 1 pouce. Donc, il y a plusieurs théories de pourquoi est-ce que ça s'effondre. La première, c'est qu'il y a le fleuve qui est juste à côté du Taj Mahal, qui s'appelle le Yamuna. Il est ultra pollué. Et un peu comme la tour de Pise, c'est en train de ramollir le sol. Ah, c'est un peu J'allais dire, il y a toujours un fleuve à la con qui fait chier autour du truc. Ouais. En fait. Qu'il est en train de ramollir le truc, mais aussi, vu qu'il est ultra pollué, ils sont en train de niquer les fondations, parce qu'au moins, eux, ils ont réfléchi, ils ont fait des fondations. Contrairement aux Italiens. Ils ont fait des fondations, ils ont creusé une centaine de puits de 15 mètres de profondeur. Ah la vache, ouais. Et ils ont rempli ça de gravats et renforcé de roues en bois à intervalles réguliers. Et du coup, je vais pas chercher ta blague. Non, mais voilà. Et du coup, ils ont les fondations et ils ont posé le Taj Mahal dessus. Mais du coup, le fleuve, apparemment, il est en train de dégrader ces fondations. Les fondations. Il y a un autre problème. Ah putain, il y a que des problèmes. Il y a un autre problème. Ah bah oui, toujours des problèmes. C'est les plaques de marbre qui recouvrent le Taj Mahal. Parce que oui, avec la chaleur. Ah putain, mais il fait tellement chaud, que elle craque. Et donc le Taj Mahal, il est construit en briques, entièrement en briques, puis recouvert de marbre. Pourquoi il a pas mis du crépi, chat machin ? Puis recouvert de marbre, avec des clous en acier pour les soutenir. Sauf que avec la chaleur, l'étanchéité part en couille. Et du coup, les plaques de marbre, elles sont usées maintenant. Ça laisse passer l'eau et l'humidité et tout ça, et ça fait rouiller les clous en acier. Ah oui, donc c'est moyen. Et elles grossissent aussi. Oui. Un clou. Ils grossissent. Ouais. Oui, avec la chaleur, ouais. Ouais, ils grossissent et tout, et du coup, ça crée des fissures sur le marbre. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui même, les Indiens qui réparent tout ça, ils utilisent toujours des méthodes traditionnelles qu'on utilisait à l'époque. Genre, ils prennent pas un truc au carrefour et ils mettent pas l'étanchéité comme ça. Ils utilisent donc une petite solution à base de lentilles blanches, de sucre et de la gomme arabique. C'est un gâteau, ça. Mais c'est pas une pièce montée, c'est un palais. C'est hallucinant. Ils balancent des pâtisseries orientales sur les murs. Il y a 2 loukoums par là. Et ils mixent tout ça et ça forme une pâte blanche qu'ils utilisent comme mortier. Donc c'est une sorte de ciment qui est utilisé pour les lier à recouvrir les pierres. Attends, mais c'est plus le Taj Mahal, c'est le chalet de la méchante dans ses Gretel, quoi. Enfin, c'est violent, le truc. Trop deep. De quoi ? Non, mais c'est vrai. Mais le truc, tu mets des sucreries, en quoi c'est étanche ?
De je quoi sais pas, ils ont Non, mais c'est ce qu'ils utilisaient à l'époque. C'est ce qu'ils utilisaient à l'époque. Question de patrimoine. Mais ils là, le gardent. aujourd'hui, c'est pas du tout étanche ce truc-là, ça fond quand Mais il bien pleut. sûr que si. Bah après, ça crée de l'emploi, fait pas chier. Et c'est avec cette belle recette que je termine ma belle chronique. Voilà, sur le plein emploi, c'est bien ça. Ça rebondit. En plein gilet jaune et tout. Oui, ouais, putain. Non, parlons pas. Esquive. Non, mais très très cool. Et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que tu parlais de la perfection architecturale au début, même si genre c'est plutôt l'opposé, enfin l'extrême opposé de la Sagrada Familia qui part en couille sur tous les coins. C'est vrai. Genre un coin différent à chaque fois. Peut-être qu'un jour je ferai un sujet. Ah putain, grave. Mais pour le coup, la Sagrada partait en couille déjà sur les plans. Oui, mais contrairement au Taj Mahal potentiellement. Là, ils ont été malins, ils ont été très très forts. Et écoute, enchaînons. Voilà, maintenant on va passer à un truc un peu plus frais. Je vais couper. Oh, il est fort. Il fait si froid. He brings that pissing over, and the big surprise is the fucking bass is fucking raw! We're going to die! Ah, Gordon. C'était un peu trop extrême. Donc moi je vais vous parler un petit peu de la chaîne du froid. Ça va être assez rapide parce que j'imagine que vous avez tous une idée de ce que c'est que la chaîne du froid. Faut pas décongeler puis recongeler. Par exemple, ça en fait partie. C'est pas que ça. Ah, c'est pas que ça. Ah putain, j'apprends des choses. Comment le cycle du froid, comment maintenir le froid tout au long de la vie du produit. Je sais pas, c'est Non, mais oui, c'est des formations professionnelles. Globalement, c'est ça. C'est maintenir les aliments réfrigérés à une température basse, donc qui leur permet de conserver des qualités nutritionnelles et de les garder sains. N'est-ce pas? Tu parles du congélateur, quoi. Et ça en fait partie. En fait, l'idée de la chaîne du froid, c'est de les garder sains et propres à la consommation de l'endroit où ils sont produits à l'endroit où on les consomme. Donc, c'est-à-dire que nous, en tant que consommateurs, on fait partie de la chaîne du froid. C'est pas on l'achète au supermarché et ça s'arrête là. On en fait entièrement partie et c'est là que souvent, d'ailleurs, se trouve le problème. Puisqu'on utilise le froid parce qu'il limite la prolifération, tout simplement, des micro-organismes. Ah, j'allais dire bœuf, mais... Eh ben non. On appelle ça une chaîne, donc, puisque l'important, c'est que... c'est la continuité. Si un maillon cède dans la chaîne, n'importe lequel, la chaîne, elle est foutue. Et aujourd'hui, c'est environ 60% de tous les aliments qu'on consomme qui passent par la chaîne du froid, donc ils sont réfrigérés à un moment. Alors, est-ce que tu peux préciser là-dessus, parce tu parles de 60% des aliments qui passent par la chaîne du froid, est-ce que ça sous-entend forcément congélation? Non. Ok. On va y venir. Donc juste le fait de le mettre au frigo sur la deuxième étagère. C'est-à-dire contrôler la température par le froid. Ok. Donc peu importe quelle est cette température. Non, c'est forcément le froid, d'accord. C'est forcément le froid, il n'y a pas la chaîne du chaud. Salinisation, ce genre de choses. Non, c'est pas tout ce qui est pasteurisation, tout ça, c'est vraiment notre sujet. Mais oui, ça fait partie du même procès en soi, c'est d'avoir un aliment qui arrive pas périmé à la maison, techniquement. Logique. Et donc pour info, ces aliments, ils sont soit réfrigérés, soit congelés, soit surgelés. Il y a des différences, notamment entre la surgélation et la congélation. La surgélation, c'est un processus qui est uniquement industriel, on ne peut pas surgeler à la maison, et ça amène un produit entre moins 30 et moins 50 degrés très très rapidement. Donc ça refroidit le produit à cœur, et ça empêche qu'il soit dégradé lors de la décongélation. Contrairement donc à la congélation qu'on peut faire à la maison, en fait la congélation c'est l'équivalent domestique de la surgélation, et on amène le produit à une température un peu moins hardcore, c'est plutôt vers les moins 18 degrés à peu près. Ok, donc c'est pas les mêmes principes. Hein. C'est pas le même principe de toute façon. Quand t'as eu cette idée là de parler de ça? En ouvrant mon frigo et en disant ça a pas la couleur que ça devrait avoir. C'est une question qu'on pose plus ça. Parce que parfois on sait comment ils font et on ne pose plus. Tu ne peux jamais savoir. Juste simple virgule, mais la chaîne du froid, les procédés qu'on utilise, ça a quand même une grosse empreinte écologique en matière de consommation d'énergie et des fuites de gaz dans l'atmosphère. Donc on n'a pas trop le choix vu le nombre d'êtres humains qu'il y a sur Terre et nos principes de consommation, mais en soi c'est pas ouf. Si on avait d'autres solutions ce serait bien, et il y a des gens qui réfléchissent à d'autres solutions que la chaîne du froid telle qu'on la connaît. On peut saler la viande comme au Moyen-Âge ou en C'était Franche-Comté. une solution. Il y avait des concepts aussi d'enterrer certaines denrées. Enfin, il y a des solutions qui sont réfléchies, qu'on utilisait soit à l'époque avant les frigos, soit qu'on va tenter d'utiliser dans le futur. Mais j'ai pas trop développé ça parce que ça reste des prototypes entre guillemets pour l'instant. Donc il y a différents acteurs dans la chaîne du froid. Ça commence à la fabrication. Ensuite il y a le stockage, le transport, la distribution et ça finit chez nous. Et du coup, si nous, entre le moment où on la prend au magasin et le moment où on le consomme, on fait de la merde, on brise la chaîne du froid comme si elle avait été brisée entre la fabrication et le stockage. Donc c'est pas plus grave un frigo qui tombe en panne à l'usine que nous qui le foutons au mauvais endroit à la maison. Ça a le même effet au final. Et comment on la fout en l'air, cette chaîne du froid, d'après vous? Quand on dépasse un certain degré. Oui, par exemple. Ça va dans les deux sens. Et qu'on remet parce que... dans le...
dans l'autre sens en fait. Quand Le on la fait recongèle, de tu veux faire dire faire des chocs de température à l'aliment. Oui, voilà, en gros. Alors, en gros, bon, le plus dangereux, c'est de le réchauffer. C'est de le réchauffer puisque ça va aider à développer des microbes. Exactement. Donc, en faisant monter la température. Et on pète la chaîne, en fait, typiquement, dès que la température qui est indiquée sur une étiquette est dépassée. Ah, ça, je savais pas. Parce qu'il y a une indication de température de conservation sur les aliments. Et si on dépasse cette température, techniquement, c'est... Genre, même si c'est plus froid, enfin, moins chaud. Alors si tu le mets plus froid, ça va détériorer principalement les qualités gustatives ou les nutriments dans l'aliment, ça va pas forcément le rendre impropre à la consommation. Mais par exemple, au-delà de 4 degrés, donc au-dessus de 0, un aliment considéré comme très périssable, comme par exemple la viande, le lait ou des fromages frais, c'est mort. Et au-delà de 8 degrés, les autres produits périssables, comme par exemple du beurre, pareil, c'est mort. Ah ouais. Ok, putain. D'où la raison qu'il faut se dépêcher quand on rentre de faire les courses avec des trucs réfrigérés. Il faut pas aller faire ses courses et rentrer chez soi 5 heures plus tard, sinon on a baisé la chaîne du froid, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on risque si on brise la chaîne du froid? Putain, ça dépend ce qu'on bouffe, mais des sacrées conneries, genre un ténia avec la viande ou. Ça peut aller de tout à rien en fait. Tu peux tout simplement en mourir. Tu peux tout simplement en mourir. Alors on va démarrer au moins grave. Tu peux manger un truc dégueu. Alors et vomir. Oui, le typique c'est pour les gens qui mangent de la viande, c'est le poulet, la dinde. Ça très rapidement, ça a une vieille odeur. On se rend très vite compte que c'est pas bon. Mais au-delà d'un truc dégueu, oui, une intoxication alimentaire, tout simplement, qui peut être plus ou moins grave. Donc chiasse, fièvre et potentiellement la mort. Ce qui est plutôt gênant, puisque on peut faire proliférer certaines germes, comme par exemple la salmonelle, la staphylocoque ou le listeria. C'est des jolis noms, on dirait des jolis noms. Par exemple, poèmes. une listériose sur une femme enceinte ou une personne qui est immunodéprimée, donc qui aurait par exemple le sida, admettons, ça peut tuer cette personne tout simplement. De ranger son truc au mauvais endroit dans le frigo. Ah oui, dans le frigo. Ce serait dommage. C'est surtout pour ça que je vous en parle. Et pour ça, il faut bien utiliser son réfrigérateur. Et oui, parce que en fait, tu vas en parler, mais tout n'est pas pareil au frigo. Absolument. On range pas tout au même endroit. On rappelle que frigo est une marque et non pas l'objet. Exact. Oui, le réfrigérateur. Absolument. Et pour ça, il faut vérifier les températures des différentes zones du frigo. Alors ça paraît relou, mais il faut juste le faire une fois. On met un thermomètre dans le frigo et on regarde quelle est la zone la plus froide. Parce qu'en fait, on vous dit, par exemple, oui, la viande, il faut la mettre en haut du frigo et les légumes en bas. Mais en fait, ça peut être complètement faux parce que c'est pas le cas de tous les frigos. Il y a des frigos qui ont leur zone la plus froide en haut, d'autres qui l'ont en bas. Ou c'est marqué dans le manuel. Donc si vous savez pas, ça vaut le coup de juste une fois foutre un thermomètre dans le frigo, regarder où est-ce que c'est le plus froid et ça vous donnera une indication. Avec un thermomètre, donc on repère la zone la plus froide qui doit être à maximum 4 degrés. Ok. Et c'est là qu'on met les produits les plus périssables. C'est assez simple. J'avoue, il faudra que je fasse gaffe parce que je fais plus de... Ouais, moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. C'est bien le problème, c'est que personne ne le fait. Moi, j'en tasse la bouffe. Ça a une importance. Et puis, ça a une importance. Après, ça a plus d'importance si on est immunodéprimé, par exemple. Mais oui, c'est sûr. Qui déjà est immunodéprimé, les gens qui ont le sida, déjà. Qui a le sida? Moi. On va peut-être pas outer les gens directement. Genre, oui, j'ai le DAS, voilà. Donc, dans la partie. Si on peut éviter d'avoir une turbo-chiasse à chaque fois qu'on mange de la viande, voilà. Autre chose. Tout simplement. Non, c'est parce que c'est vrai qu'on a quand même, mais aussi pas mal de choses dans les aliments pour pas que ça produise les effets non voulus. Mais évitons de se faire du mal. Dans un monde idéal, il faudrait qu'on fasse gaffe à ça. Donc dans la partie la plus froide, qui est entre 0 et 4 degrés, on mettrait tout ce qui est viande, charcuterie, poisson, crème, tout ça. Entre 4 et 6 degrés, donc généralement le milieu du frigo, tout ce qui est préparation maison, légumes, fruits cuits, viande, poisson cuit, enfin tout ça. Dans le bac à légumes, le bac à bière, si les légumes. Voilà, c'est le problème. Normalement, on y mettrait les légumes, mais pour la plupart des gens, c'est le bac à bière. On peut aussi y mettre les fromages, mais qu'il faut toujours emballer. C'est très important. Sinon, parce que d'emballer les fromages, sinon ça pue. Et ça, en fait, en matière de prolifération de microbes, des fromages pas emballés dans un frigo, c'est la fête du slip. Oui, parce que c'est, à peu de choses près de la moisissure, quoi. À part la cocoyote, qui n'est pas non plus du fromage, mais bon. Non, on n'en parlera pas. Faudra en parler aux mecs du Taj Mahal, mais bon, on les contactera pour leurs travaux d'étanchéité. Pardon. Et dans la porte, on y mettrait les œufs, le beurre, le lait, les jus de fruits entamés, tout ça bien refermé, encore une fois, pour éviter la prolifération et des microbes. Et un dernier petit point à ce sujet, c'est que vous nettoyez votre frigo tous les combien? Oh putain, m'en parle pas. Une fois par mois. Confidentiel. Une fois par mois aussi. C'est faux. Si, c'est vrai. Non, ok, très bien. C'est vrai, Hicham, il peut te dire, je suis une chieuse avec c'est marrant parce que Camille, une fois par mois, et Hicham dit confidentiel, donc c'est à dire que Camille le fait tout le temps, en fait, vraisemblablement. Ça, oui, on apprend des choses. Mais en fait, idéalement, il faudrait le faire 2 fois par mois. Oh la Dégivrer, vache, nettoyer mais c'est et nettoyer avec de la tellement javel et de l'eau savonneuse. Dégivrer. Ouais.
Alors personne ne le fait, on est d'accord. Oui. Mais on risque quoi? La mort aussi? Non, mais, tranquille, mais alors. ça fait partie de la minimisation des risques. En tout cas, idéalement, il faudrait le faire. Une bien belle conclusion qui nous fait un peu flipper parce que j'avais pas prévu de mourir à cause de ça. Par contre, c'est un bon rappel. Oui, parce que là, en vrai, on s'en fout un peu, mais. Non, mais là, pour le coup des températures, je suis assez bluffé de. En tout cas, la prochaine fois qu'on vous dit les viandes qu'il y avait en haut, tu fais est-ce que tu as mis un thermomètre dans ton Mais frigo? grave, Non, je vais être une ferme ta chieuse gueule. maintenant. Voilà. Pour moi, les étages, c'est juste pour rentabiliser l'espace, quoi. Ouais, bah ça en fait partie, mais bon, on va pas parler du Et- design des frigos aujourd'hui. Et parfois, il y a des petites images sur les étagères du frigo. C'est pour dire ce que tu veux mettre dessus. Ouais. C'est vrai. Parfois, t'as une cuisse de poulet, bah, c'est Ça, pour mettre. c'est des frigos de riches. Tout de suite, la lutte des classes, tout de suite. J'avais pas compris. Pour moi, c'était une BD, un truc un peu. Il y a une histoire, mais je comprends Je pas. trouvais pas ça hyper drôle d'ailleurs. Pourquoi le Ouais, brocoli vous il se transforme sachiez. en cuisse de poulet? Je Ouais, comprends c'est pas. ça. Bon, ok, merci. C'est bon de savoir. Anyway, on va terminer avec le sujet d'Ilias, qui est sûrement le plus funky. Comment ça se passe avec le sexe des filles? Position initiale, là, garçon. On va commencer à jouer au malin, hein. Compris, hein? Bon, et sans vouloir faire moins intéressant, je vous rappelle que la position debout me fatigue. Le sexe n'est pas le cul. Tu aurais quand même pu me prévenir. Oui, le sexe n'est pas le cul. Très beau jingle. Ah, merci beaucoup, c'est très gentil. J'ai mis du cœur. J'ai mis du cœur et aussi dans la préparation de ce sujet. Parce que comme très souvent, alors, comme je vous prépare tout de suite, ne commencez pas à trouver des doubles sens dans tout ce que je vais dire, à dire titre à chaque fois. Donc comme très souvent, non mais je me prépare. Mais comme très souvent, je ne connaissais pas grand-chose à ce sujet. Je parle du Kama Sutra. Non, vous avez le droit à une fois chacun. Une fois chacun. Voilà, donc le Très mauvaise pour ça, je donne donc mon titre à Juan. Le Kama Sutra, donc on mine de rien, on entend souvent parler, notamment à l'adolescence, genre les positions du Kama Sutra, etc. Mais bah en vrai, personnellement, je savais pas ce qu'il y avait dedans, je savais pas qu'est-ce que c'était que ce bordel et tout, donc je m'y suis un petit peu intéressé. Déjà par rapport, en parlant du titre, donc le Kama Sutra, ça peut être traduit par les aphorismes du désir, autrement traduit les proverbes du désir. Donc déjà, on ne devrait pas dire le Kama Sutra, mais les Kama Sutra, parce que ça décrit plusieurs situations. Et la datation de l'ouvrage est assez complexe. Il aurait été écrit entre le 1er et le 7e siècle. Je vous accorde. C'est pas très précis, ça, Ilias, dis donc. Je vous accorde que c'est une fourchette un peu complexe. Mais comme on le sait, en fait, c'est parce qu'il fait référence à des personnes qui ont vécu au début du millénaire, donc forcément postérieur à cette époque. Et on a trouvé des ouvrages du 7e siècle qui font référence au Kama Sutra, donc c'est antérieur. Mais il n'y a pas de datation précise. En tout cas, j'ai trouvé plein de dates différentes, donc je ne vais pas vous dire de conneries. Il y a entre le 1er et le 7e, le 4e et le 7e, enfin bon, plein de... C'est vieux, quoi. Voilà, c'est pas tout jeune. L'auteur, c'est un certain, et je vais certainement mal le prononcer, mais Vatsyayana. Titre. Pardon. Elle n'a pas compris le jeu, je crois. Ouais, ailleurs, dans une autre contrée, tu vois. Non, il s'appelait. Tu viens de gâcher ton titre, mais d'une force. Mais non, parce que comme il est faux, j'ai le droit d'en refaire un du coup. Bah non, Ah merde. c'est perdu. Donc l'auteur, c'est Vatsyayana, c'est un philosophe. Et il était, donc ça se passe en Inde, hein, comme vous l'avez compris, je l'espère. Il était philosophe et également hindouiste, et en fait ça se ressent dans tout l'ouvrage, puisqu'il est teinté des préceptes de l'hindouisme, donc le rapport entre le corps, l'esprit et le divin. Donc c'est pas juste des positions acrobatiques pour faire... Là, je fais des trucs avec les mains qui sont ni radiophoniques ni propres à la consommation, mais bon, globalement, crac. Donc voilà, c'est pas que de la gymnastique sexuelle. Il y a de toute façon, il y a toute une portée philosophique qui est derrière cet ouvrage. L'ouvrage, justement, qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est connu comme un livre sur les positions sexuelles. En tout cas, vous me dites si vous y avez d'autres infos jusque-là, mais jusque-là tout va bien. Illustré. Ah, un point intéressant que je Dément ? Non, que je ne dément pas, mais que je préciserai par la suite, mais c'est assez rigolo et intéressant. J'ai jamais ouvert le Kama Sutra de ma vie, mais moi je l'imagine illustré. Eh ben écoute, moi malheureusement, je l'ai lu pas en bonne partie, mais en partie en sélectionnant les endroits, etc. La version que j'ai eue entre les mains n'était pas illustrée. Et d'ailleurs, oui, je ne vous ai pas précisé, je vais vous donner une petite exclue à la fin du sujet. Et vous verrez, j'ai une petite info secrète à vous donner. Mais donc le Kama Sutra... effectivement, on le connaît comme un ouvrage sur la position sexuelle, mais c'est très loin de n'être que ça. Déjà, c'est un ouvrage qui était à la destination de la haute société, donc les aristocrates, aristocrates nobles, mais aussi les courtisanes, parce qu'à l'époque, elles étaient à la fois riches et très respectées et puissantes. Et en fait, ça se veut comme un enseignement des arts et des sciences des relations de couple. Vraiment, c'est des mots qui sont utilisés et mis en avant dans ce bouquin. C'est vraiment comment
ça aborde la rencontre, la séduction, le début de la vie commune, la découverte du corps de l'autre, la demande en mariage. Enfin, ça balaye ultra large, quoi. Ouais, c'est assez ouf. Et donc il y a 7 chapitres, si je dis pas de bêtises, et la partie qui traite des positions sexuelles, en fait, c'est qu'une des parties de l'ouvrage. Donc c'est ultra mineur. J'ai cru qu'il y avait de la sexualité dans tout ce que tu viens de dire. Comment demander en mariage c'est par ça. derrière ? Non, ça n'a pas été traité comme chelou, ça. Toi. Mais c'est ce que j'avais. C'est pas là qu'on met la bague. C'est pas une bague, c'est pas mon doigt non plus. Bon, alors. Et aussi un point qui me semblait intéressant. Moi je continue, même si vous rigolez. Là il y a Hicham qui est en train d'emmener le micro avec lui. Hicham, le micro tombe avec toi et tout tombe. Je continue, je ne me laisse pas déconcentrer. Et donc contrairement à ce qu'on peut facilement aussi lire sur internet, le bouquin est majoritairement à destination des hommes. Donc il y a une description qui est qui est facilement très améliorative, qui peut être trouvée sur internet. Malheureusement ce n'est pas que ça et je vous expliquerai pourquoi. Donc ça vaut le coup de le lire pour comprendre. Il faut aussi le remettre dans le contexte de l'époque, mais il n'est pas que avant-gardiste, il n'est pas que progressiste, il y a aussi d'autres choses. Si on s'intéresse à la partie sexuelle, donc il y a de nombreuses positions sexuelles, 64, encore une fois si je ne dis pas de bêtises, mais pas seulement, parce qu'on parle aussi des façons de se toucher, de s'embrasser, de se caresser, de se mordre, de se griffer. Il y a une dizaine de griffures différentes, avec chacune leur nom, la façon de les faire, à quel endroit on peut les faire, des façons de s'embrasser, de se caresser, enfin c'est ultra précis de ouf. Et fait intéressant, l'homosexuel est abordé sans pour autant être décrié, ce qui est quand même, il y a 2000 putains d'années, c'est ouf, ça. Pas anodin. Et le livre y fait référence comme la troisième nature, c'est une des traductions qu'on peut trouver. Donc je trouve ça assez joli, parce que c'est assez neutre et voilà, je trouve ça cool. Et dans l'ensemble, en fait, l'ouvrage est plutôt pragmatique. Donc la première édition décrit les positions de manière très fonctionnelle, position du buste, des jambes, du corps, enfin... C'est vraiment, il y a. Ouais, ah non, mais clairement. C'est monter une armoire Ikea, quoi. Bah alors, je vous en ai cité quelques trucs tout à l'heure, mais c'est genre quand l'homme met sa jambe comme ça et la femme se met comme ça, on appelle ça la position du lotus du matin. Enfin. Je suis persuadé que quelqu'un a refait le Kama Sutra avec les petits bonhommes d'Ikea. Je suis sûr que ça existe. C'est fort possible. C'est sûr et certain, oui. Donc globalement, c'est décrit de manière assez directe et voilà, tout à fait fonctionnelle. Mais donc je reviens sur le point illustration de Camille. En fait, on a vu que ça a été écrit entre le 1er et le 7e siècle, mais il a fallu attendre le 16e siècle pour trouver des illustrations. Ouais. Et pourquoi des illustrations à votre avis ? Parce qu'ils comprenaient pas l'indien. Vous n'avez personne pour traduire ? Non, alors il y a de l'idée, mais en fait, c'est pour pouvoir le diffuser auprès des illettrés, entre autres. D'accord, ok. Voilà. Parce que les illettrés ont droit à l'amour. Aussi, et puis parce qu'il y avait peut-être il y a l'épanouissement dans le couple. Il y avait peut-être des illettrés riches qui voulaient bien se comporter en société, on ne sait pas. Parce que, rappelons-le, le but de ce bouquin, en fait, c'est d'éduquer les jeunes pour qu'ils et elles soient épanouis en couple, tout simplement. Et bon, de préférence, les jeunes riches, mais bon, ça, c'est une autre question que ma gauchiserie taira pour le bien de ce sujet. Donc là, on a parlé du sexe des positions. Donc là, on parlait de 64 positions vraiment sexuelles de free-to dont free-free. Mais comme je disais... Free-to dont free-free, on dirait un mauvais manga. Non, mais... Alors, pour préciser et débunker un peu les conneries qu'on peut trouver sur Internet, donc là, c'est uniquement les positions sexuelles. Après, il y a des façons d'embrasser, de mordre, etc. Mais de fait, j'ai trouvé 1000 conneries et j'ai dû me réfugier dans d'autres sources parce que les 10 premières pages de Google sur le Kama Sutra sont dramatiques. Si vous y a un truc genre les 130 positions du Kama Sutra, machin, c'est pas vrai. C'est pour ça. Et pour de vrai, alors j'ai poussé mes recherches assez loin et j'ai regardé des trucs en me disant genre, ok, j'ai vu un peu ce qu'il y avait dans le Kama Sutra, je vais voir ce qu'il veut bien raconter. Il y a un truc, c'est genre, faites-le dans les bois, quoi. Alors faites-le dans les bois, c'est pas une position, c'est juste aller dans les bois et le faire, ça n'a rien à voir. Donc tu veux le faire au milieu des champignons, ça n'a. Donc voilà. C'est ouf. Je sais pas. Non, mais enfin. Non, mais. On peut le faire dans les bois. Il y a des bois. Mais ouais, non, en fait, il y a tout un peu comme le sujet sur les phéromones, en fait, dès que ça devient à la mode, et oh là là, c'est un peu cool de parler dessus. Il y a énormément de conneries qui se racontent, et il y a certainement plein de choses bien aussi, et il y a eu quand même des sources intéressantes, mais il y a eu beaucoup de bullshit, et donc tous les articles qui sortent au début du printemps, genre les 80 positions du Kama Sutra que vous ne connaissez pas, parce qu'elles n'existent pas, meuf, ou mec, mais bon. Donc là, on a parlé du sexe. Le reste. Politiquement correct. Non, je rigole. Mais le reste, c'est quoi ? Le reste, j'ai pas l'abordé en entier parce que vraiment, ça fait, je crois que ça fait 180, après, suivant les formats, mais j'ai trouvé une version à 190 pages, en version Word, donc c'est quand même assez long, sachant qu'un 7e de ça, c'est les positions sexuelles, donc il y a plein d'autres choses à dire.
Ça parle de comment se conduire pour séduire un homme ou une femme, comment se conduire pour une demande en mariage réussie, comment se comporter quand on rencontre sa belle famille pour la première fois, comment doivent se passer les premiers jours de la vie commune, parce que d'après le Kama Sutra, il ne devrait pas y avoir de sexe dès le premier jour, il faut attendre de gagner la confiance de l'autre. Bah, j'espère bien, oui. Donc, non mais c'est dit littéralement. C'est dit littéralement, donc c'est intéressant parce qu'il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, c'est ouf qu'il y ait un mec qui ait sorti ça, sachant qu'il est pas, c'est pas sa seule idée, sa seule philosophie. Il a aussi partagé des écrits plus anciens. Ça parle aussi de l'adultère, ce qui peut le provoquer, comment satisfaire son ou sa compagne pour l'éviter. Donc c'est vraiment c'est quasi libertin en fait comme écrit, mais c'est décrit d'un point de vue ultra neutre, ce qui en fait un livre assez étrange à lire. Je vous avoue que j'ai lu vraiment pas mal de pages et de passages pour me faire une idée. C'est très dérangeant. C'est vraiment ancré dans l'hindouisme, dans la logique. Alors ça, je vais l'aborder juste après. Tiens, je peux l'aborder maintenant. Faisons comme ça. Mais est-ce que je l'ai là ? Non, mais je l'ai enlevé, mais c'est pas grave. Mais je peux en parler. En fait, justement, avec le rapport à l'hindouisme, etc., et le côté progressiste qu'on peut deviner, c'est que le sexe, selon cette personne, c'est pas juste deux corps qui vont se frotter l'un contre l'autre, c'est deux êtres humains, et donc deux êtres humains, ça va être deux corps, de conscience, deux entités qui vont ressentir, qui vont, etc. C'est pour ça qu'il conseille d'être attentif aux désirs de l'autre, aux besoins de l'autre, au plaisir de l'autre, et c'est ça qui va permettre d'accéder pour les deux personnes à un plaisir supérieur, et d'où le fait d'être à l'écoute en fait. C'est en train de dire qu'il faudrait le faire lire à un peu plus de monde. Totalement, mais vraiment, c'est pour ça, j'étais vraiment surpris que ça ait été écrit à cette époque-là. Par contre, j'ai eu quelques sentiments contradictoires parce qu'on parle d'amour, de sentiments, mais c'est décrit de manière assez péremptoire et quasi prophétique par moments. Je vous invite vraiment à lire des passages, mais le mec décrit des situations comme s'il décrivait un truc qu'il avait vu dans la rue, ou comme c'était un roman où il décrivait une scène. Quand vous faites ça, la femme va faire ça. Quand la femme fait ça, l'homme fera potentiellement ça. Dans ce cas-là, faites ça. C'est un putain de tutoriel de huc, quoi. Enfin, c'est gourou, du coup. Enfin, le mec ne prend pas d'autres points de vue que le sien. Si, parce qu'il précise. Il précise certains trucs, et il y a des trucs assez jolis aussi qui dit, l'amour peut se faire en tout instant, car en amour il n'y a point de temps ou d'endroit, un truc comme ça. Enfin, en gros, c'est beau. Voilà, non, mais il y a des trucs assez jolis, mais par contre, faut vraiment prendre l'ouvrage dans son ensemble. C'est pour ça que j'ai mis assez peu de citations, parce que c'est assez difficile de sortir des citations de leur contexte, sans parler du contexte historique. Et donc, bien que l'ouvrage semble assez étonnamment progressiste sur certaines questions, on sent quand même qu'il est écrit dans un contexte très très patriarcal. Logique pour l'époque, mais c'est un petit peu dommage. Je vais vous parler du terme congrès. Alors, congrès, c'est un terme qui est utilisé dans le bouquin pour parler d'un rapport sexuel. Et il dit, c'est un terme technique, disons. Et donc, il dit, dans les Kama Sutra, un congrès ne peut rien donner de bon si l'homme comme la femme n'en ont pas envie, qu'un mariage ne doit pas être forcé. Bien, ça c'est très bien. Bonne idée. Jusque-là, tout va bien. Voilà. Mais on voit aussi qu'un homme peut se marier avec plusieurs femmes. Donc il y a un chapitre sur l'acquisition d'une épouse, littéralement dans la traduction. Après, mais pas le contraire. À l'époque, c'était. Je cautionne pas, mais c'était normal. Oui, mais c'est pour ça. C'est étonnamment progressiste sur certains points, mais il y a quand même une époque qui est. Enfin, c'est pas. Qui fait que. Voilà, c'est pas. On peut clairement pas dire que c'est un bouquin féministe. Par contre, c'est super étonnant et agréablement étonnant qu'il y ait certains points qui soient soulevés de cette façon. La polygamie n'a rien à voir avec le féminisme. On peut pas... Mais non, mais là c'est la polygamie uniquement masculine. Et justement, c'est mon point, c'est qu'un homme peut avoir plusieurs femmes, mais pas le contraire. Et ce qui se rapproche... marqué littéralement, d'accord. En tout cas, il y a un chapitre sur l'acquisition d'une épouse, littéralement, et ce qui va se rapprocher le plus d'une femme forte dans le bouquin, c'est la courtisane. Et il y a un chapitre exprès pour la courtisane, et on leur apprend notamment à apprendre à reconnaître les signes de fatigue chez leurs amants. Autant dire quand ils s'en peuvent plus, quoi. Et rigolo, comment s'en débarrasser dans ce cas-là? De l'amant ou du signe de fatigue? Non, de l'amant. Ah. Donc je trouve ça assez rigolo, genre meuf t'es une femme forte, si tu vois qui peine, bim tu le dégages. Donc il y a vraiment une dichotomie assez perturbante, intéressante, parce que c'est quand même il y a 2000 ans, donc c'est surprenant, mais intéressante. Maintenant, comme j'ai dit, on a une vision assez, potentiellement biaisée dans notre monde occidental. Mais comment il y est arrivé? En fait, il a été traduit pour la première fois en anglais en 1876. Alors, il y a quelques dates différentes suivant les points de vue, mais prenons celle-ci. Et en fait, la première traduction, elle va édulcorer certains passages pour les rendre plus acceptables par le public. Donc, très clairement, le traducteur, il a dit bah les couilles de l'éthique littéraire, moi je modifie l'ouvrage si je veux. Donc il a modifié certains passages, et le livre, même avec les passages édulcorés, il va être considéré comme illégal au Royaume-Uni jusqu'en 1963.
La vache. Ouais, ça fait quasiment une centaine d'années, c'est assez ouf. Alors que vraiment, je pense qu'il y avait pire à l'époque. Donc parce qu'il était considéré comme pornographique et contraire aux mœurs. Donc je trouvais ça assez ouf. C'était peut-être par rapport aux illustrations aussi, non? S'il était illustré ou pas? Potentiellement, mais toute la pornographie n'était pas interdite. Je ne vais pas dire de bêtises, mais dans un pays qui a inventé le godemiché à vapeur. C'est vrai. Voilà, mais par exemple. Et il faudra attendre la fin du XXe siècle pour voir apparaître une traduction française qui, elle, va respecter l'intention initiale de l'auteur. Donc ça vient quand même vachement tard, genre fin du putain de XXe siècle, pour un truc qui date du premier millénaire, pour avoir une traduction française sans dénaturer l'intention. Je trouve ça assez ouf. Et je vais finir par une petite conclusion. Donc c'est, on a vu qu'il y avait... Attends, tu vas finir par une conclusion? Ouais, mais une petite. Ah oui, d'accord. Bon, effectivement, ce n'était pas très élégant. Mais donc, mon point, c'est que c'est pas forcément cet ouvrage n'est pas forcément représentatif de l'époque. Donc, c'est un traité philosophique qui expose la vision de l'auteur, mais pas forcément celle de la société. Parce que si on prend par exemple l'homosexualité, elle est présentée dans le livre. Mais elle a tout de même été interdite par le gouvernement de l'époque peu de temps après. Donc l'auteur et les personnes qui l'entouraient avaient un avis qui était pas forcément représentatif de ce qui s'est passé dans ces années-là. C'est un ouvrage personnel au final. Et je voulais faire une petite comparaison avec notre époque. Pour moi, si on devait comparer cet ouvrage avec ce qu'on trouve aujourd'hui, je trouve que c'est un espèce de mélange entre le guide des bonnes manières de Nadine de Rothschild, genre comment bien se comporter en société, ce que doit faire un homme de bonne famille, ce que doit faire une femme de bonne famille, les cours d'éducation sexuelle du collège, vous en avez un souvenir plutôt difficile, et un blog. Globalement, c'est ça, c'est un avis perso, mais renseigné. Et je trouve ça assez rigolo d'avoir tout ça mélangé. Et surtout, il y a. Je sais pas pourquoi. Ah si, j'ai marqué 1500 ans parce que c'était entre le premier et le 7e. Mais bon, entre 1500 et 2000 ans, c'est quand même ouf qu'il y ait eu ceci. Et je vais finir par une petite anecdote. Ouais, ça fait 2 fois finir. Mais une petite anecdote. Pardon. Putain, je la cherche depuis tout à l'heure. Ah mon dieu. Il y en avait pourtant. Alors pour info, je vous laisse chercher. On peut trouver un exemplaire du Kama Sutra sur un des sites du gouvernement français. Et je peux vous le dire parce Impo.gouv. Je sais quel chapitre. Je vous laisse chercher. Je sais comment le retrouver. Je vous le partagerai peut-être si vous êtes sage. Mais si vous cherchez bien, il y a un site officiel du gouvernement français sur lequel vous pouvez trouver une version complète du Kama Sutra. Personnellement, je pense que c'est une erreur manifeste de quelqu'un qui l'a laissé traîner là alors qu'il n'aurait pas dû. Mais vous avez... Genre un PDF dans un coin ou c'est manifestement présent et marqué? Il n'y a pas de page autour, il y a juste le fichier. Mais genre, tu voulais payer tes impôts, t'es tombé dessus ou... Non, tu veux juste refaire ta carte grise. En faisant mes recherches, je cherchais des sources et à un moment, j'ai trouvé une des références de la source, enfin un des liens, c'était... Est-ce qu'on laisse quelques jours et après on lâche l'URL? Enfin, d'une certaine façon, le gouvernement t'explique en long, en large et en travers la sodomie. Donc, petit message politique à ma gauche. Pardon, excusez-moi. Non, mais très bien. Mais voilà, j'ai trouvé ça assez rigolo, incongru, et ça m'a permis du coup de lire le Kama Sutra pas en entier, mais en partie intéressante. Et si vous voulez vous faire une idée, je vous laisse vous lancer dans cette petite recherche. On filera l'URL. Sur ce, il y a Camille qui a presque applaudi, mais personne n'a suivi. Mais je te remercie Camille pour avoir c'est super intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, il me semble que ça va sonner la fin, le glas. Sonne le glas, tout à fait. Sonnons le. J'ai pas d'autre synonyme à glas. Non, c'est bien. Après 72 heures d'enregistrement. Non, pas tant que ça. Mais donc ça sonne la fin de cet épisode. Dans tous les cas, c'est un énorme plaisir de vous recevoir. Nous, c'est bien kiffé. Cool. C'était très très chouette. On vous enverra les liens de l'album de Sisterhood, de l'album, du clip, de plein de choses. Vous allez voir, c'est le lien du Kama Sutra, du coup, on veut l'URL. Ouais, on va vous laisser chercher un petit peu, mais on le passera peut-être. Mais si on le passe, je pense qu'il va se faire dégager du site très très vite. Mais voilà, on vous le donnera en bonus pour ceux qui auront au moins fait l'effort de chercher. Sinon, pour notre part, on en a parlé depuis déjà quelques épisodes maintenant, mais ça va être le début de la tristesse. Le début de la fin puisqu'il nous reste, de la saison, rassurez-vous. Voilà, puisqu'il ne reste que 2 petits épisodes avant la fin de la saison 2. On est un petit peu triste, mais on ne vous cache pas qu'un petit peu de repos ne serait pas de refus. On va voir un peu notre famille, on va se reposer, et surtout, on va préparer la saison 3, puisqu'on ne veut pas vous faire un truc de youtubeur où on fait semblant qu'il n'y aura pas de saison 3, et finalement on revient. Si, il y en aura une, on se calme. Assez rapidement même.
Voilà, et on a même déjà commencé à la préparer. On vous prépare des surprises assez chouettes, plein de choses qu'on n'a pas encore fait ces 2 dernières années. Même nous, on n'est pas au courant. Il y a des trucs. C'est vrai en plus. C'est vrai. C'est parce qu'on n'a pas fini de préparer. Voilà, même moi, je suis pas au courant. on se prépare aussi des petites surprises entre nous, mais non, ça va être très très chouette. Vu qu'il ne reste que 2 épisodes et un épisode avant Noël, on vous encourage encore à nous envoyer vos petites lettres au Père Noël. On en a reçu des tellement mignonnes, c'est horriblement mignon. Je sais pas ce que tu en faire d'ailleurs. Je sais pas si écoute, ça fait... surtout qu'on enregistre les. Il a un plan. Mais voilà, donc envoyez dès que vous pouvez. Nous, ça nous fera vraiment super plaisir. Et puis dans tous les cas, on se retrouve dans 2 semaines. On vous embrasse. On a reçu encore plein de messages très mignons de gens qui nous envoyaient leurs exercices de maths sur la tour de Pise. J'ai adoré. Des photos, des messages super gentils. Enfin, nous, ça fait toujours autant plaisir. Les étoiles font toujours plaisir, mais en vrai, on va être tout à fait franc, ce qui fait le plus chaud à nos cœurs, c'est les petits messages d'amour. Vos messages. Voilà. Et puis on vous prépare une saison 3 qui va défoncer, vous allez voir vraiment, ça va pas rigoler. Et puis ça va pas rigoler, Hein. Et puis pour notre part, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Allez, on vous embrasse. Bien à vous. Franche-Comté à tous. Prenez soin. Ah putain, tu l'avais pas dit aujourd'hui. Bisous, ciao. Dis-tu nos conneries. Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer?